agriculteurs qui souhaiteraient se lancer dans cette orientation, donc le développement donc, de la méthanisation. Plusieurs projets, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Mélisse, donc plusieurs projets sont en cours, certains ont été réalisés. Par rapport à ceci, je mettrai le point que c'est une énergie vertueuse. C'est une énergie vertueuse qui peut être utilisée dans divers domaines, pour faire de l'électricité, il ne faut pas l'oublier, pour faire de la chaleur, mais également donc, pour la mobilité. Je pense qu'on y viendra par la suite. Au niveau donc, de ce gaz qui est produit, qui est vertueux, c'est une opportunité pour Lot-et-Garonne. Donc je ne reprends pas les chiffres, comme je viens de le dire, mais terre agricole donc, de référence, le Lot-et-Garonne est en capacité d'être exportateur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une économie qui peut se développer dans notre département. Et tout le monde sait ici que notre département est un département pauvre, entre guillemets, au niveau statistique de richesse. Donc le coche, souvent je me prête à le dire, le coche c'est maintenant. La difficulté qu'il y a, c'est que le développement de la méthanisation ne jouit pas auprès des médias, et puis peut-être des particuliers, d'un avis très très favorable, même si ça a tendance à s'inverser. L'analyse de cette production, de cette énergie, démontre tout l'intérêt qu'il peut y avoir actuellement de la développer dans un but d'avoir, je dirais, de se protéger au niveau énergétiquement, parce qu'on dépend des pays donc, exportateurs et on n'en est pas pour le moment. Donc ce serait une erreur de passer à côté de ce développement de cette énergie. Ça, c'est pour l'accompagnement des agriculteurs, comme je vous le disais. L'intérêt, un seul agriculteur par lui-même n'a parfois pas la possibilité de produire suffisamment pour avoir une infrastructure, je dirais, rentable. Donc ce programme permet de regrouper les agriculteurs et nous avons donc des réussites avec, je ne citerai que Métal Albret pour le citer, où 7 agriculteurs se sont réunis à Mézin, c'est ça. À Mézin, hein, donc ça c'est une belle réussite. Nous avons accompagné le domaine de Bouchoux donc, au départ, nous en avons d'autres à Villeréal et j'en passe. Donc tout ceci, une fois qu'on produit, bon, il faut le consommer et nous avons un programme donc, de mobilité, mon biogaz. Il faut savoir qu'en Lot-et-Garonne, nous avons 2 stations qui fonctionnent actuellement, celle de Villeneuve-sur-Lot, mais également donc, celle d'Amazon qui a été inaugurée l'année dernière. 2 sont en cours de développement, celle d'Agen, donc au niveau du marché gare, si je ne me trompe pas, et c'est ça, aux mines, et une qui est en projet également sur Samazan. Lors de l'inauguration de la station donc, de Namazan, les 13 présidents du syndicat des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine sont engagés de développer 25 stations. Donc, comme je disais, 4 très rapidement à Lot-et-Garonne, 12 à la fin de l'année très certainement en Nouvelle-Aquitaine, ce qui veut dire que ce soit, je dirais, localement à travers les bennes de déchets qui peuvent être équipés au niveau de tout ce qui est également transport, qui soit donc interne à une commune mais extérieure, mais la mobilité est faisable au niveau donc du biogaz sur notre région Nouvelle-Aquitaine. J'étais un peu long. Non, mais c'est très clair, merci. Sophie Gargovitch, en tant que vice-présidente du conseil départemental, chargée du développement durable, j'imagine que vous soutenez ces projets de méthanisation, mais vous vous dites attention, il ne faut pas que ce soit des projets trop gros, trop importants, hein, pas de méthaniseurs industriels. Exactement. Alors oui, en effet, le conseil départemental a déjà affirmé sa position par rapport à la méthanisation, parce que sous la présidence de Pierre Camani, des études et des accompagnements avaient été faits, et puis après... les lois ayant changé, donc maintenant on s'associe aux organismes qui accompagnent les agriculteurs. En effet, moi personnellement, je soutiens bien entendu la méthanisation. La méthanisation, ce que j'appelle la méthanisation plutôt à échelle humaine et pas à taille industrielle. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une problématique d'acceptabilité sociale. Vous le disiez, il y a parfois des réticences au niveau des populations. Nous, on a pu le voir sur le canton dans lequel je suis élue, où des projets de méthaniseurs étaient donc en place, où des cuves à digesteurs ont été implantées, où la population n'a pas été forcément impliquée dans la recherche du terrain, dans toute la démarche qui a été faite, et donc ça s'apparente après à des problèmes qui sont sous-jacents et puis qui finalement vont donner une image négative à une énergie qui va être essentielle, et pas une seule énergie, parce que évidemment toutes les énergies sont importantes. Parce que comme vous le rappeliez, le président le président Macron a annoncé qu'il fallait qu'on ait une baisse drastique des consommations énergétiques. Et on nous annonce aussi qu'il faut baisser de 40% notre consommation d'ici
d'ici 2050. Donc moi, je vous dis juste, réfléchissez aujourd'hui, regardez votre consommation énergétique. Est-ce que vous êtes capable de baisser de moitié ce que vous consommez aujourd'hui? Donc voilà, il y a toute cette réflexion qu'il faut avoir. C'est facile aussi de dire not in my garden, parce que ça, on est très fort en France pour dire non, non, c'est très très bien, on va le soutenir, mais surtout pas chez nous. Donc après, il faut qu'on réfléchisse aussi à ce qu'on est capable d'accepter, comment on va l'accepter, et surtout, comment est-ce que je consomme, parce que c'est ça aussi, c'est se reposer, se repositionner, se regarder un petit peu le nombril, et se dire comment est-ce que j'avance. Donc nous, le conseil départemental accompagne bien entendu tous les porteurs de projets via TE47, via, après il y a Fonds Roche qui accompagne aussi beaucoup les collectivités. Donc nous, on est là parce qu'on estime que la place du département est importante, du conseil départemental est important pour tous ces accompagnements et pour ce suivi qui est important sur le terrain, parce qu'on reste quand même l'échelon de proximité. La région, on s'associe à la région avec Néoterra, puisque dans la mission environnementale, nous avions donc signé cet accompagnement-là. Donc voilà, on est présent sur le terrain et bien entendu, on soutient les projets. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je soutiens les projets à échelle humaine et non industrielle. Donc ça veut dire baisser sa consommation, hein, on n'y échappera pas, ce que vous avez dit, et puis adapter la méthanisation à son territoire en quelque sorte, pas faire de trop grosses structures quand on est peut-être en zone rurale, pour qu'il n'y ait pas de trop de camions qui viennent embêter un peu les gens aussi. Parce que c'est un souci en effet, parce qu'après les collectivités derrière, elles ont un souci de... vous allez penser que c'est peut-être dérisoire, mais les routes ne sont plus adaptées pour le passage d'un certain nombre de camions ou de tracteurs, et on a constamment des soucis. Peut-être vous allez penser que c'est ridicule, mais ça ne l'est pas quand on est dans l'usage au quotidien. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on est obligé d'adapter au territoire. D'ailleurs, Michel Ménard, on va lui passer le micro, vous qui êtes président du conseil départemental de Loire-Atlantique, je crois qu'il y a sur votre territoire un gros projet de méthaniseur industriel et vous y êtes plutôt opposé, si je crois bien. Je vais y revenir à l'instant. Je voulais juste dire que s'engager sur les énergies renouvelables, c'est d'abord une nécessité. Et si on avait fait autant de recherche et développement depuis des dizaines d'années sur toutes les énergies renouvelables que ce qu'on a fait sur le nucléaire, on ne serait pas dans cette situation. On a beaucoup de retard en France. C'est très récent maintenant la mobilisation sur les énergies renouvelables. Et puis Sophie le disait, la meilleure solution, c'est quand même d'éviter de consommer. Alors on ne peut pas venir à une consommation zéro, mais on peut réduire notre consommation. Et nous, au niveau du département, on a engagé il y a 7-8 ans, 10 ans, des économes de flux. On avait créé 4 postes pour accompagner les collèges et puis d'une façon générale tous les gestionnaires de nos bâtiments. Et sur 10 ans, on a diminué de 20% notre consommation. Donc on n'a pas diminué de 20% la facture, mais en consommation, on a diminué de 20%. Et ça commençait déjà par les bons gestes. Parce que dans les collèges, il y avait des gestionnaires qui laissaient les chambres froides tourner tout l'été pour être sûr que ça fonctionnerait en revenant fin août, parce que parfois ça ne se remet pas en route. Voilà, donc déjà accompagner les usagers et avoir les bons gestes, c'est important. Donc 20%, et on n'a pas fait beaucoup. Enfin, on a fait des efforts, c'est aussi des travaux sur les bâtiments, mais c'est tout à fait possible. Et donc ça, c'est quand même l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est quand même ce qu'il y a de plus vertueux. Et donc, il faut poursuivre sur la recherche et le développement. Alors, pour revenir à votre question, le département accompagne des projets de méthanisation depuis 6 ans. Et je partage ce que disait Sophie, il faut que ce soit accepté. Et les grands projets ne sont pas forcément acceptés. Et il faut que ce soit vertueux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour réutiliser les productions agricoles. Et il ne faut pas que ce soit comme on a en Allemagne, parfois, des productions agricoles qui sont faites pour la méthanisation. C'est-à-dire qu'il y a des grands méthaniseurs en Allemagne où on produit, les agriculteurs produisent du maïs, par exemple, qui n'a d'autre vocation que d'aller dans les méthaniseurs. Et donc il faut quand même faire attention, parce que là, ça détourne totalement l'objectif de la méthanisation. Alors nous, on a un grand projet, un très grand projet
au sud de la Loire-Atlantique, sur une commune qui s'appelle Corcouët-sur-Logne, où d'ailleurs le maire est un proche de la majorité départementale, puisqu'il a été conseiller départemental. Il est totalement opposé, et il était vice-président en charge de l'environnement, d'ailleurs, jusqu'en 2015. Et donc il ne peut pas être soupçonné de ne pas être sensible aux questions écologiques et environnementales. Mais là, c'est un projet démesuré, plus de 200 agriculteurs qui se regroupent sur un projet de méthanisation. Ce sont des dizaines, pour ne pas dire des centaines de camions sur les routes qu'on aurait tous les jours, un gazoduc sur une vingtaine de kilomètres. Et donc nous, on a émis un avis négatif, non pas sur le fond de la méthanisation, mais en regard à nos compétences, en disant nous avons la gestion des routes, et en tant que conseil départemental, on émet un avis défavorable parce que nos routes ne sont pas adaptées, et s'il y a un gazoduc demain qui doit être construit, ça va défoncer les routes, quoi. Et donc là, on voit bien que c'est un projet d'abord financier. C'est une entreprise, alors je crois danoise, et qui a promis des revenus conséquents aux agriculteurs. Et les agriculteurs, leur première source de revenus, ça deviendrait la méthanisation et pas la production agricole. Donc attention à ne pas tomber dans ces projets XXL qui auraient beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Mais pour autant, démultiplier les projets sur les territoires avec 15, 20 agriculteurs qui se regroupent, ça, il nous semble que c'est une bonne solution. Là, le projet de Corcouët, ce serait le plus grand projet européen. Donc c'est complètement démesuré. Réponse définitive? Alors, c'est l'État qui décidera au final. Nous, on campe sur nos positions, avis défavorables. Le préfet est un peu embêté parce qu'il aimerait bien qu'on assume un peu plus la responsabilité du refus s'il va au refus. Il m'a proposé une mission de médiation entre les porteurs de projets et l'État, et j'ai dit bah non, il n'y a pas besoin de... Enfin, et nous, sous l'égide de l'État, j'ai dit bah il n'y a pas besoin de médiation. Par contre, nous, on peut de nouveau recevoir les porteurs de projets pour dire pourquoi ce projet tel qu'il est pensé n'est pas acceptable. Mais s'il est revu à la baisse en taille, et s'il est implanté à un autre endroit, parce qu'il y a aussi... quel est le lieu, quel est le lieu où il s'installe pour pouvoir desservir de façon satisfaisante ce projet. Et c'est la concertation qui est essentielle. Je traduis ce que vous avez dit sans le micro. Des questions peut-être sur la méthanisation. Et après, on va passer au photovoltaïque. S'il y a des gens dans le public qui ont des questions à poser, c'est sur la méthanisation. Au fond là-bas, alors on va vous passer le micro. Oui, bah approchez-vous, oui, c'est pas plus mal. Pardon. Bonjour à toutes et à tous. Je veux saluer Michel particulièrement. Ah bah oui. Voilà, ancienne députée. Voilà, exactement. Désolée. Bon, ben voilà, Régine Poveda, donc je suis la maire de Meilleur-sur-Garonne. Et je vois M. Cos. Et c'est pourquoi j'interviens. Parce que nous, on avait 3 jeunes agriculteurs motivés, mobilisés pour installer un méthaniseur sur la commune. Et là, il y a eu un tollé de l'opposition politique qui a même fait venir, alors pardon, je sais qu'il y a des gens, et moi j'en suis, la fibre écologique profonde, mais c'était quand même un monsieur écologiste de Bretagne qui est venu flinguer carrément en réunion publique le projet. Ce monsieur était venu à la demande des opposants à ce méthaniseur. Et donc du coup, effectivement... Ça fait peur à la population, c'est ça? Ou à leur population. Hein, c'était minime, mais ça suffit pour flamber tout. Ils sont allés sur les communes extérieures, etc. Donc ça a été vraiment quelque chose de négatif qui s'est passé. Moi, j'en étais vraiment, franchement, désolée parce que ces jeunes, là où ça devait être fait, peut-être qu'on avait encore, je regarde encore une fois M. Cos parce que c'est avec justement Comet que le dossier avait été réfléchi, et donc on n'a pas de méthaniseur. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce qu'ils avaient tout, hein, ils avaient trouvé pour alimenter, etc. Ils étaient allés même chercher des boues, etc. Donc c'était assez poussé, ça n'a pas pu avoir lieu parce que, voilà, cette contrainte, enfin, ce monsieur de Bretagne qui est venu nous donner des leçons à nous, Lot-et-Garonnais, ça a été assez
conflictuel, Donc, c'est un ça est arrivé projet aux mains. Donc, oui, aux mains C'est quand tombé à même. l'eau. Le C'est un gendarme projet et qui est tout. tombé à l'eau. C'est un projet qui Et n'existe c'est plus. tombé à l'eau. Et ce qui me fait le plus rager à moi, en tant que maire de Meillan, c'est qu'aujourd'hui, à côté, juste en Gironde, alors, monsieur le président du conseil départemental du Gironde est peut-être là où va arriver. Chez les pompiers pour l'instant. Il est chez les pompiers, d'accord. Et le pauvre. Et donc, juste, puisqu'on est commune limitrophe à Ayas, c'est un agriculteur a mis en place un méthaniseur. Donc, toutes les ressources, il est en train d'aller prendre. Ça nous empêche d'avoir ce projet. Désolée d'être un peu le chat noir, même habillé de blanc. Mais voilà, mais en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse encore et toujours retravailler et faire en sorte qu'il y ait des méthaniseurs. On va voir si Jean-Marcos, si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, Excusez-moi. Merci Régine, Madame Poveda, d'avoir évoqué ce dossier. Effectivement, donc ce qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, TE47 n'ira pas à l'encontre de la volonté des élus. C'est très clair. On reste sur des projets, je dirais, de modeste importance, mais qui permettent à des agriculteurs courageux, parce qu'il faut être courageux, il faut emprunter, c'est pas la petite histoire, donc, des agriculteurs courageux d'emprunter et de créer la méthanisation, les organes de méthanisation. Pour revenir à Meillan, il est vrai que ce dossier a été torpillé, je ne sais pas si c'est le mot, moi je l'emploie, par méconnaissance peut-être des gens qui se sont laissés influer et qui ont créé une association, et je respecte toutes les associations et je dis qu'elles sont nécessaires. Et je prendrai un exemple, le projet qui a abouti, celui de Mézère. Au départ, ce n'était pas gagné, Mézère. Donc, et c'était un peu le même problème qu'a rencontré Mme Poveda. Mais dans la discussion, dans le dialogue, Mézère a bénéficié de la non-présence peut-être de cette personne de Bretagne, et le projet a abouti et devrait être, il se concrétisera au cours de l'année 2023. Voilà. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je disais que médiatiquement c'est très important. Il faut énoncer le mauvais, c'est tout à fait vrai, mais voir le côté certainement positif. Dans certains lieux, ça peut être réalisé, dans d'autres, il faut reporter le projet. Et l'exemple est type, ce qui n'a pu être fait à Meillan a été fait donc à Ayas. Je crois que ça nous attire à bien, je dirais, réfléchir sur la position de chacun. Et moi, je voudrais saluer le courage de Mme Poveda. Donc, c'est pas simple dans une commune. Je suis maire également. Quand on va sur ce sujet, c'est pas simple. Donc, méfiez-vous des Bretons. On va peut-être passer au... Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la méthanisation? Je suis désolée, vous avez passé la parole à une Bretonne. Je suis désolée. Non, je voulais juste apporter un témoignage. Je travaille dans une entreprise, dans une grande entreprise sur le territoire d'Aquitaine, et nous passons à partir du 1er janvier 2023 à 100% de biogaz. Félicitations. Voilà. C'est ce que je voulais apporter comme merci. pour dire que les entreprises privées sont aussi... Et c'est quelle entreprise? Je préfère pas Vous citer préférez le nom, pas voilà. Mais c'est une grande entreprise du secteur bancaire. D'accord, merci pour votre témoignage. C'est une manière de soutenir, c'est une manière Ah, de j'ai soutenir le développement. monsieur, vous venez parce que... Bonjour, François Lidouze, maire de Côte-de-Coste, et ancien formateur en licence professionnelle gestion des énergies à Agen. On travaillait pas mal sur la méthanisation, on a travaillé pas mal avec les étudiants sur ces projets-là. Et on s'est rendu compte en étudiant certains projets, notamment un projet en Pyrénées-Atlantiques, que les opposants à la méthanisation agricole, c'est-à-dire où c'était des agriculteurs qui investissaient, sur 3 ou 4 projets, c'était en fait des personnes qui n'étaient pas forcément des écologistes, mais c'était des personnes qui étaient issues des filières des grandes productions de pétrochimiques. Et j'ai assisté à une réunion là-dessus où ils se sont fait dézinguer les agriculteurs sur un village dans lequel il y a 6 ou 7 fermes de production au niveau du port. Et donc ils voulaient se rassembler pour méthaniser, parce qu'avec les avantages de méthanisation, disparition des odeurs, des effluents, etc., enfin il y avait tout ce process-là qui se mettait en place, et bien ils se sont fait dézinguer en disant ça ne marchera jamais, on ne peut pas faire votre projet. Et la personne qui s'est présentée, elle faisait partie de l'Institut français des pétroliers. Voilà, c'est aussi ça, et c'est là le dessus le rôle politique. Je crois que notre rôle en tant que politicien et élu, alors nous dans nos communes, mais au-dessus et jusqu'à l'État au plus haut, c'est d'arriver à faire comprendre
que les grandes sociétés là-dessus doivent s'investir aussi dans ce domaine-là et doivent laisser aussi la part aux autres et la part aux petites structures agricoles, etc. Et je crois que là-dessus, on a un gros point à faire. Vous savez, quand on demande de faire, en parler après d'économie d'énergie, on va en parler, quand on demande à des personnes de faire des économies d'énergie, on travaille avec quoi? On travaille avec le certificat d'économie d'énergie, c'est quoi? C'est simplement une loi qui a permis à des personnes qui vendent de l'énergie de permettre à leurs clients d'en consommer moins, d'en acheter moins. Et il faut vraiment passer par la loi pour ce genre de choses. Parce que pour que les producteurs d'énergie donnent de l'argent pour qu'on ne consomme pas leur énergie, il faut vraiment que les politiques soient intervenus là-dessus. Et je crois qu'il faut renforcer notre point là-dessus. Donc il faut que les politiques légifèrent, hein, voilà, pour que ce soit efficace. On va peut-être passer à... Ah, allez-y. Donc Clarisse Maillard, conseillère départementale, membre de la société, de la commission avec Sophie. Donc la méthanisation, je cerne pas, enfin, je maîtrise pas. Monsieur, vous avez parlé des points négatifs. Est-ce que ou mauvais même, vous avez dit. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le mauvais, voilà, dans la méthanisation afin de. Alors, le mauvais, c'est en premier, je commencerai par l'emplacement. Mettre une station de production de biométhane à proximité des maisons ou autres, ça cause des problèmes. Quels sont les problèmes? Ça a été évoqué avant moi, c'est le mouvement de véhicules. Plus vous avez de véhicules, plus vous avez de gêne. Aujourd'hui, on sait faire des stations de biométhane, je dirais, qui ont bien évolué. On sait les dissimuler, on ne les voit pas. Et moi, je peux vous inviter, et TE47 propose aux personnes qui le souhaitent de faire visiter les stations de biométhane de notre département, voire d'ailleurs. Donc, premier point, c'est de ne pas les voir. Problème olfactif, c'est réglé. Moi, je vous défie, sur certaines stations de biométhane, de ressentir une odeur particulière. Et après, donc, je reviens au mouvement de véhicules. Le projet qui est chez vous, personnellement, je ne supporte pas ce genre de projet. Déjà, on n'est pas en capacité de le faire, mais je trouve qu'il est peut-être intéressant dans certains endroits, mais il faut bien cibler l'endroit où c'est fait. Donc nous, dans les recherches que l'on fait accompagnées avec les communes, il faut d'abord que le porteur soit l'agriculteur, qui soit en capacité de pouvoir fournir suffisamment de déchets pour faire fonctionner le digesteur. Donc tout ceci doit être analysé au départ. Tout ceci est mis sur la table et on voit les contraintes qui peuvent y être par rapport à l'environnement et par rapport aux gens. Donc en résumé, c'est l'endroit où on le met, ce qui est intéressant, c'est la gêne qu'on peut avoir par rapport aux personnes, que ce soit olfactif ou visuel, ça, comme je le disais, on sait faire, c'est les éléments qu'on prend de le départ. Il y a un autre élément qui est pris en compte, c'est la distance pour un point de raccordement. Effectivement, on peut faire de la production de biométhane pour une consommation personnelle, mais ça c'est quand même, il y a un projet, enfin il y en a une qui est sur Andiran notamment, mais en général donc c'est pour raccorder au réseau de distribution que gère GRDF. Plus la distance est longue, moins le projet est viable. Le coût d'investissement est très important. Donc voilà en gros les éléments, mais pour revenir à votre question, oui, il faut tenir compte de l'environnement humain qu'il y a à proximité. Sophie Gargovic, vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour revenir sur ta question, et un point que Jean-Marc n'a peut-être pas relevé, c'est que ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au projet titanesque qui est sur votre département, il y a aussi le côté pervers où on va utiliser de la zone agricole pour produire de la matière première pour alimenter après les méthaniseurs. Et ça, on l'a vu dans d'autres projets par ailleurs, hein, je veux dire, on a eu par le passé d'autres exemples. C'est un côté aussi négatif de la méthanisation. Et ça, c'est la partie, on va dire, je fais du fric au nom de l'écologie, quoi. Hein, c'est du greenwashing. Hein. Bon, désolé pour le terme anglais, mais c'est quand même ça. Maëlys Huet, donc, qui représente GRDF. Juste pour compléter, vous parliez des cultures dédiées en Allemagne, ce n'est pas autorisé en France. Donc on est vraiment sur un modèle de méthanisation complètement différent. Il y a eu une mission d'information du Sénat justement sur la méthanisation et elle a vraiment une spécificité en France, c'est qu'il n'y a pas de culture dédiée. Ce n'est pas le cas. On va peut-être passer maintenant au photovoltaïque après la méthanisation, puisque c'est aussi
une source d'énergie renouvelable importante, l'énergie solaire photovoltaïque. On va passer la parole dans quelques instants, bien sûr, à Eric Tolo, qui est le directeur commercial de Fonroche Éclairage. On en parle dans quelques minutes. Honneur aux dames. On va parler du milieu associatif avec Monique Guettoni. Alors, vous êtes, je le rappelle, membre de Coopérative Énergie Citoyenne 47, vous représentez les associations, ex-collectif Transition Énergétique 47, si je ne me trompe pas. Donc vous, votre but en tant qu'association, non, coopérative, mais oui, composée d'associatifs, quoi. Ah non. Non, vous n'êtes pas... Non, c'est de citoyens. Citoyens. Très bien. Donc votre but, c'est développer les énergies renouvelables, en particulier les toits photovoltaïques, c'est ça? Alors, c'est toutes les énergies renouvelables. Donc, c'est contre les énergies fossiles et le nucléaire. Bon, donc, voilà. On parlera du nucléaire un peu plus tard. Oui, voilà. Mais notre collectif qui a démarré en 2000, donc on avait anticipé les problèmes actuels, s'adressait aux particuliers et faisait visiter une quinzaine de maisons par an qui avaient fait le choix du renouvelable et des économies d'énergie de toute taille, etc. Donc on a fait ça entre l'an 2000 et 2018 et on a organisé des conférences sur les énergies renouvelables ou les économies d'énergie. Notamment, on en avait fait sur la petite méthanisation avec un projet, enfin c'est pas un projet, une réalisation de Castelmoron autour d'une ferme et l'ingénieur qui avait imaginé cette ferme, très novateur. Donc on avait fait ça il y a, je sais pas, 10 ans. Et ça avait été très intéressant. Bon, voilà, c'est la méthanisation à taille humaine. Bon, effectivement, on peut très bien s'investir sur la méthanisation, sur l'hydraulique, sur le photovoltaïque. En ce moment, c'est le photovoltaïque en ce moment. Voilà, en ce moment, c'est le photovoltaïque, c'est le plus facile. Et comment vous fonctionnez? Quels sont vos rapports par rapport aux collectivités locales, les financements? Expliquez-nous un petit peu. Alors, nous, si vous voulez, l'originalité, c'est que on s'appuie sur des citoyennes, donc c'est une coopérative citoyenne, c'est la première ou la deuxième du département. Donc avec l'idée de s'appuyer sur le département, on trouve que c'est la bonne unité, le département, pour un territoire autonome, etc. On connaît les gens, et c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui nous intéresse beaucoup, puisqu'on a à la fois des élus, donc du département et de la région, parce que je vais vous dire tout à l'heure que c'est la région pour le moment qui nous a pas mal aidés, et des entreprises. Donc on n'est pas hostile aux entreprises, on est pour un certain type de projet justement à taille humaine. Par exemple, le photovoltaïque, on ne va pas vouloir que ça stérilise des hectares agricoles. Là, on est pour donner des exemples, on a fait deux projets sur des toits. Et on travaille avec Enercop Aquitaine pour des projets sur des friches dans le nord du département, dans la communauté de communes Bastide. Bon voilà, c'est un peu nos critères. On travaille aussi avec le territoire d'énergie. Enfin, on est rentré dans deux projets du territoire énergie, territoire d'énergie 47, sur des décharges de Nicole et de Montflanca. Bon voilà, ça nous intéresse parce qu'on ne prend pas la place de l'agriculture, par exemple, pour le photovoltaïque. Et en même temps, vous rencontrez parfois des difficultés, notamment par rapport aux banques, par rapport au financement? Alors, ce que je voulais dire, c'est notre fonctionnement, parce que tu avais posé le fonctionnement. Ce qu'il y a d'original, et je vais essayer d'être rapide, c'est qu'on s'appuie sur des citoyennes. Donc on a actuellement, en décembre 2021, on a 150 citoyens qui ont donné de l'argent. Donc la part est de 50 €. Donc là, moi, je suis très contente qu'on nous donne une tribune parce qu'on cherche de nouveaux citoyens, essentiellement de la région Nouvelle-Aquitaine, parce que la région nous donne... sur un projet précis, la région Nouvelle-Aquitaine, si on collecte 1 € dans la Nouvelle-Aquitaine, elle nous propose une subvention d'1 €. Mais sur des projets précis et réalisés. Donc là, on en a fait 2, parce qu'on s'appuie que sur des projets collectifs. C'est aussi la méthode. Donc on s'appuie sur l'argent des citoyens et sur des projets collectifs. Donc on en a fait un à Boussert, la commune de Port-Sainte-Marie, parce que ça s'appuyait sur une coopérative. Le tailleur de pierre, non? Tailleur de pierre et sculpteur de pierre. Et le deuxième a été fait à Montcrabeau, qui s'appuyait aussi sur une coopérative de boulangers paysans, d'agriculteurs, etc. Donc voilà. Actuellement, on a eu des contacts avec pas mal de communes. Certains échecs. Par exemple, à Pujol, on était prêt à la réalisation,
mais il y avait un problème d'amiante et une hostilité énorme de 2 membres d'EDF. Je pensais à ce qu'a dit le monsieur, c'est-à-dire qu'il y a l'establishment, donc qui vraiment avait décidé de nous flinguer. Hein. Donc on a laissé tomber, on ne voulait pas partir au procès. Donc on a des contacts avec pas mal de communes, notamment Meillan. Hein, donc voilà, il y a des projets actuellement, Meillan, Cholérac, Montcrabeau qui veut doubler le hangar, parce que le hangar qu'on a fait à Montcrabeau va être avec des gens qui s'appellent Emmaüs, hein, que vous connaissez, qui veut faire des graines pour des personnes qui n'ont pas des moyens. Hein, c'est tout à fait la démarche d'Emmaüs. Et le hangar qu'on a construit là-bas, et équipé de photovoltaïque, n'est pas suffisant pour leur projet. Donc ça va être un projet qui va être mis en route. Alors, nos difficultés, bon, parce qu'à part la subvention de la région qu'on n'a pas fini de toucher, parce que Montcrabeau marche depuis avril 2022, je ne sais pas, il y a des soucis administratifs, etc. Mais on va le toucher puisque ça fonctionne. Boussert, on a eu des subventions. Donc on a plus de 22 000 subventions de la région hein, qui sont promises. Notre souci, effectivement, les banques, je pensais au Crédit Agricole, nous a refusé. Hein, on a démarché toutes les banques. On était au Crédit Coopératif, ils nous ont refusé. Là, ça a été pour nous une claque, y compris pour le Crédit Coopératif à Jeun, qui n'est pas du tout mis en cause. Parce qu'au niveau national, nos projets ne sont pas assez gros. C'est 1 million d'euros, sinon ils n'interviennent pas. Alors nous, ce n'est pas du tout des projets d'1 million d'euros, hein, ça a été 30 000 qu'on a emprunté. Et pourtant, pardon, je vous coupe, mais oui. Pourtant vous êtes soutenu par la région, ça pourrait être une garantie pour Ah oui, non, mais ils s'en fichent complètement. Hein, c'est la taille du projet. Et donc, les 2 banques qui nous ont aidés, c'est la NEF, qui est une banque aussi coopérative. Donc là, les difficultés, c'est parce que comme ils n'ont pas énormément de fonds, donc on a eu des tracasseries administratives, mais on a réussi. Et eux, ils sont prêts en pro à nous aider pour d'autres projets, donc ce qui est pas mal. Alors comme on en a fait un, maintenant on se dit qu'on sait faire pour un autre. Et la deuxième banque, c'est la Banque Populaire. Parce qu'ils aidaient déjà les paysans boulangers de Montcrabeau. Et ils ont dit, on veut bien soutenir un projet avec les paysans boulangers, en plus maintenant Emmaüs. Bon voilà. Donc je pense... Alors on s'est mis à la Banque Populaire, puisqu'ils acceptaient de nous financer. Et je pense qu'ils vont nous aider pour la deuxième tranche de Montcrabeau, mais c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est pour ça que la tribune qui nous est fournie aujourd'hui, c'est de trouver de nouveaux coopérateurs. Parce qu'on a eu très vite 120 coopérateurs, etc. Parce que grâce au collectif, on était connus. Hein, donc on avait des sympathisants, etc. Et maintenant, il faut qu'on en trouve d'autres. Donc ici, on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc peut-être, moi j'ai amené mes papiers. J'ai amené mes papiers, donc je peux vous en donner à la fin de l'heure, etc. Et l'autre difficulté qu'on a, c'est voilà. Hein, c'est-à-dire qu'on a des problèmes au niveau des... On est content aussi de connaître des élus. Hein, donc on a des contacts avec des élus. On a des contacts aussi avec des groupements, puisqu'on s'appuie sur des groupements. On a eu des contacts avec Terra, qui est un projet très intéressant et très d'avant-garde. Je ne sais pas si on va rentrer dans leur clou. Avec la Maison Forte, vous voyez, des groupes comme ça. Et on est dans une dynamique qu'on trouve très intéressante, d'avoir choisi le fait d'aider des projets collectifs. Ce qu'on aimerait aussi trouver, alors je ne sais pas s'il y a des élus qui ont des projets comme ça, c'est on veut vraiment aider les gens qui ont des problèmes de précarité énergétique. C'est un problème de fond pour nous. On l'a fait quand on faisait visiter les maisons. On avait le souci dans chaque circuit d'avoir des maisons modestes. Hein. Alors effectivement, il y a des maisons somptueuses qui sont autonomes, mais on avait le souci aussi de prendre des gens qui avaient créé eux-mêmes leur maison, etc., etc. Et donc là, on aimerait effectivement un projet, par exemple, d'un HLM, réhabilitation. Alors nous, on mettrait du toit photovoltaïque dessus, mais on essaierait de faire plus que ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je ne sais plus. Oui, non, mais après, vous pourrez reprendre la parole. On va peut-être juste donner la parole avant de passer à Fonroche, à Maud Kerouel, qui est vice-présidente du conseil régional. Voilà. C'est ce genre de projet citoyen, c'est ce qu'aime la région aussi, vous étudiez de près ces projets-là? Oui, ça fait partie des soutiens qu'on accorde effectivement sur l'engagement citoyen. Donc à parler de coopérative, effectivement, on est en soutien. On n'est pas que sur du soutien industriel, entreprise, exploitation agricole et autres, et collectivités, mais aussi sur l'engagement citoyen et sur ces collectifs qui se montent pour défendre une cause, qu'elle soit
énergétique ou transition écologique. Juste, je voulais revenir parce que globalement, sur la région Nouvelle-Aquitaine et son approche. Tout à l'heure, on parlait de feuille de route Néoterra, et effectivement, c'est une feuille de route qui a été construite avec plus de 300 chercheurs autour de la transition écologique et énergétique sur notre impact à l'ère 2050 et de ces réflexions, de ce travail engagé par ces scientifiques, est née cette feuille de route qu'on a validée en 2019 et qui conditionne en fait toutes nos politiques publiques par rapport aux compétences sur lesquelles on intervient dans le domaine de la transition écologique et vous vous êtes fixé des objectifs, notamment pour 2030, en termes d'énergie renouvelable. Notamment énergie renouvelable, effectivement, sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, on est à 25% consommé en énergie renouvelable. Donc aujourd'hui, 25%, voilà, c'est d'énergie renouvelable consommée en Aquitaine. Voilà, donc toute énergie renouvelable. Hein, et donc l'objectif est d'aller sur 50% à l'horizon 2030. Donc voilà. En 2030, 50% de l'énergie globale consommée en Nouvelle-Aquitaine sera d'énergie renouvelable. En tout cas, voilà, c'est un objectif qui a été fixé par la région Nouvelle-Aquitaine, et dans ce sens, on vient soutenir donc tous les projets. On a parlé de méthaniseurs, microméthaniseurs, sur évidemment le photovoltaïque, les entreprises qui veulent aussi développer de leur production locale en direct. Voilà, on est dans un soutien permanent, et aussi parce que plus globalement sur un territoire, on a aussi il y a certains territoires ici en Lot-et-Garonne qui l'ont mis en place, des territoires à énergie positive, où là on vient financer un poste de chargé de mission, et la mission de ce chargé est de travailler autour des transitions sur le territoire, et du coup qu'est-ce qu'on met en place derrière. Donc on a parlé de précarité énergétique, donc travailler sur du bâtiment durable, sur l'installation de stations de gaz, etc. Voilà. Donc je crois qu'il y a Monique Guitoni qui veut rajouter quelque chose rapidement. Très rapidement, mais parce que quand même, là, on a travaillé avec les territoires énergie positive, justement, c'est-à-dire Aiguillon, Montflanquin et puis l'Albret. Et avec la communauté des communes du Bure, je voulais quand même souligner, parce que notre premier projet de Boussard est chez eux, ils ont été, on peut dire, les seuls actuellement à avoir pris des parts dans notre coopérative de 2000 euros de part, et à être venus à nos AG. Et ensuite, ils ont organisé là, pour le 19 septembre une visite avec le conseil communautaire. Donc on verra combien de maires vont venir, mais pour visiter le projet de Boussard. Voilà, je voulais souligner ça parce que quand même c'est un effort. C'est souligné. À Boussard, voilà, qui est à Port-Sainte-Marie, c'est tailleur de pierre. Hein. Voilà. On va peut-être donner la parole maintenant, parce que quand on parle d'énergie solaire photovoltaïque, il y a une entreprise qui est incontournable aujourd'hui, c'est Fonroche Éclairage, basé sur la Genève. C'est, je crois, me dire si je me trompe, 170 salariés, 130 000 lampadaires solaires installés, 4 filiales dans le monde, 8000 villes équipées donc dans le monde d'éclairage public solaire. Vous avez notamment un gros marché, entre autres, au Sénégal. Fonroche, vous êtes en train d'exploser, là. Le chiffre d'affaires, il double presque chaque année, non? Oui, et puis parce que la conjoncture actuelle nous donne raison et nous permet de nous développer. Les événements récents, les surcoûts de l'énergie, les manques d'énergie. Demain, on parle plus de manque d'énergie cet hiver. Et 40% de la facture énergétique des collectivités viennent de l'éclairage public. Et nous développons depuis 10 ans. Et depuis maintenant 4-5 ans, nous allons arriver à une performance qui nous permet de pouvoir être rentable, et rentable dès l'investissement. C'est pas se dire sur 10 ans ou sur 15 ans, je vais amortir par rapport au coût de l'énergie. C'est dès l'investissement. On voit en France que le parc de l'éclairage est très obsolète. On a fait en collaboration avec l'agglomération d'Agen une étude, et nos services techniques ont fait vraiment une étude poussée du parc d'éclairage de l'agglomération d'Agen, et on se rend compte qu'il est très obsolète. On commence à aller un peu partout en France, et on se rend compte que Agen, c'est pas propre à l'agglomération d'Agen, c'est un peu partout en France. Les parcs d'éclairage sont très énergivores,
avec des sources lumineuses. Nous travaillons d'ailleurs avec Territoire d'énergie, puisque Territoire d'énergie, c'est syndicats d'énergie et d'éclairage aussi, puisque sont en charge l'éclairage et avec le Territoire d'énergie. De plus en plus, notre collaboration a été difficile un peu au début. Oui, parce qu'il faut savoir, vous ne passez pas par les réseaux. Il n'y a pas besoin de réseau pour Exactement, l'énergie il n'y a solaire. pas de réseau et nous nous affranchissons totalement du réseau. La mise en place est très, très simple et rapide et fonctionne très rapidement. Donc maintenant, et M. Koss y est sûrement pour quelque chose, nos relations se sont bien arrangées et nous travaillons de concert de très bonne façon avec les techniciens de Territoire à l'énergie maintenant, qui nous permet de pouvoir passer en Lot-et-Garonne, mais un peu partout en France. Mais au-delà des collectivités, nous travaillons aussi avec la grande distribution, qui est un gros chiffre d'affaires chez nous, qui est une part très importante, parce que la grande distribution aussi a besoin de faire des économies d'énergie et de montrer qu'elle emploie de l'énergie verte. Les élus, au départ, certains nous ont aidés, parce qu'au début, on n'était peut-être pas très performants. Ils nous ont aidés parce qu'ils ont vraiment eu la fibre. Ils se disent qu'il faut qu'on aide une entreprise qui va permettre de pouvoir demain développer un produit. Et je l'ai dit tout à l'heure, depuis maintenant à peu près 4 ans, nous avons développé un produit. Les progrès technologiques des différents éléments que l'on utilise, le panneau photovoltaïque, très gros progrès depuis les performances et les prix aussi, parce que les prix ont chuté. Nous avons développé, nous avons une R&D très puissante qui nous permet de pouvoir améliorer aussi tous les systèmes de batterie de gestion de l'énergie. La LED a fait de gros progrès avec des performances. Et donc aujourd'hui, faire du réseau coûte de plus en plus cher et de plus en plus contraignant. Donc nous n'avons plus de réseau et plus de consommation énergétique. Alors souvent on nous dit aussi, et là je viens sur le contre, dire oui mais dans 10-15 ans il faudra changer la batterie. Oui, elle a un coût cette batterie, mais dans 10-15 ans on est pratiquement sûr, et les collectivités nous le disent tous les jours, l'énergie elle va doubler, voire maintenant on disait doubler dans 10 ans, tripler, voire quadrupler, on ne sait même plus combien. Et donc le coût de la batterie et la performance sur la batterie dans 10 ans sera bien meilleure, elle sera dérisoire par rapport à la consommation. Et beaucoup d'élus ont éteint ou coupent leur éclairage. Et je pense que c'est pas plus, c'est surtout pour faire de l'économie, parce qu'ils ne pourront plus payer demain leurs factures, ou auront des difficultés à payer les factures. Donc, alors le problème peut-être c'est la fabrication de ces panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est polluant? Comment ça se passe concrètement? Parce que il y a le problème des batteries aussi. Qu'est-ce qu'on fait des batteries usagées? Est-ce que ça c'est des problématiques que vous avez en tête aussi? Alors oui, parce qu'on se pose toujours la question. On fait des bilans carbone sur la réalisation de nos projets, mais creuser une tranchée, utiliser un tractopelle avec du gasoil ou autre, ça consomme beaucoup. Donc on a un bilan CO2 qui est largement positif. Aujourd'hui, les panneaux, ça se recycle très facilement. Les batteries, les technologies qu'on utilise se recyclent et sont réutilisées derrière. Alors c'est vrai, il y a quelques défauts et quelques problématiques, mais la batterie se recycle, les panneaux se recyclent. Et il faut savoir que les batteries, nous utilisons des batteries au nickel, c'est réutilisé et on peut même en refaire des valeurs au bout de 10-15 ans parce que c'est revendable, parce que le nickel a une très très forte valeur. On va peut-être passer aux questions dans le public sur le photovoltaïque. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, monsieur, madame, et... Oula, d'accord. Allez-y, monsieur, de façon un petit peu synthétique, pour que tout le monde puisse parler. Jacques Dumais, je suis référent territoire énergie positive à la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Pressas, ce que Monique a appelé Aiguillon pour faire plus court. Et je voulais simplement revenir une seconde sur l'engagement citoyen. Pour répondre à l'appel à projet de la région, on a choisi des thèmes classiques, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, la production d'énergie renouvelable, les mobilités. Et la région a souhaité et insisté sur le fait qu'il y ait un volet citoyen sur le projet que l'on a proposé. Je dois dire que par rapport peut-être à d'autres endroits de la Nouvelle-Aquitaine, il me semble que c'est une difficulté ici et qu'il faudrait que les efforts soient faits pour que cet engagement citoyen soit valorisé, soit favorisé.
Vous avez des projets dans le nord du département de l'Aquitaine, des pylônes d'éolien qui sont entièrement citoyens. Alors même sans parler de l'éolien et de tout ce qu'on peut en dire, on n'a pas cet état d'esprit, me semble-t-il, par ici. C'est à cause de qui je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faudrait que tous nos efforts soient optimisés, que ce soit le département, que ce soit la communauté de communes, que ce soit les communes, etc. On peut toutes les citer, pour que cet engagement soit comment dire, valorisé. Et si nous, on n'avait pas eu la chance, vraiment la chance, que la SIC se crée en même temps que nous, on a déposé notre projet, je pense qu'on aurait été très embêtés pour devenir lauréat des postes, parce qu'on aurait eu du mal à obtenir cet engagement citoyen aussi important que ce qu'on peut espérer. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Et effectivement, avec la SIC, on travaille la main dans la main, mais Monique l'a évoqué tout à l'heure. Merci. Monsieur, Laurent Badou, maire de Pujol, Europe Écologie Les Verts. Bon, mais je ne me présente pas, merci, ça fait penser à merci, journaliste. Non, je voulais juste intervenir, mais très rapidement, et bien sûr, je vais intervenir sur le photovoltaïque. Trois sujets. D'abord, merci de rappeler le GIEC, parce qu'on se demande parfois à quoi il sert. C'est quand même une communauté scientifique qui, depuis plusieurs années, annonce les problèmes, annonce les conséquences du réchauffement climatique et propose des solutions. Je rappelle juste que seuls 3% du temps sur la campagne électorale qui a mobilisé 2022 a parlé du climat et de l'énergie. Bon, on voit que d'en parler, ça fait du bien, mais après, il faut agir. Ça, c'est le premier point. Merci pour le GIEC. Deuxième enjeu fort, et je salue là nos collègues de Territoire Énergie de TE47, je crois qu'il faudrait que chacun, y compris dans ces collectivités dont nous avons la responsabilité, sache intégrer des indicateurs de pilotage. On a vu qu'il y avait des enjeux quantitatifs de consommation d'énergie, et de quelle énergie, de production de CO2, puisqu'on a des objectifs là-dessus, la neutralité CO2, et bien sûr on a toujours ce souci financier du coût de l'énergie. Eh bien aujourd'hui nous n'avons pas les outils faciles de décision pour orienter des décisions d'investissement et des choix énergétiques. Vous avez rappelé à juste titre aussi l'intérêt et l'enjeu majeur, au-delà des alternatives énergétiques, de la sobriété. Sur une commune comme la mienne, le plus gros poste de consommation, c'est l'électricité, et c'est l'électricité liée à l'éclairage public. Nous avons entrepris 2 décisions, on n'est pas originaux, mais ça mériterait quand même de s'étendre très fortement. La première, c'est d'éteindre la nuit. Je pensais que la réaction de mes concitoyens serait forcément très difficile, très dure, pas du tout. Et quelques-uns qui m'ont interpellé, je leur ai dit, est-ce que toi tu dors la nuit avec la lumière allumée? Ils m'ont dit que non, donc c'est une des raisons. Alors bien sûr pas partout, il y a quelques secteurs où il faut savoir laisser les lumières. Et le remplacement de nos points lumineux, on peut aussi s'interroger sur l'intérêt de maintenir tous nos points lumineux. Rien que ça, sur le dernier bilan qu'on nous a transmis, on est passé de 100 à 33% de consommation. Donc, et nous n'avons pas encore le bilan complet. Je n'élimine pas l'intérêt des candélabres solaires, mais éteindre la nuit. Et donc j'ai mon plus gros poste de consommation électrique qui a diminué. Par contre, le prix n'a pas suivi puisque le coût au kilowattheure a fortement augmenté. Mais réfléchissons à combien cela nous coûterait si nous n'avions pas diminué. Maintenant, le photovoltaïque. Moi, j'ai un problème. Ça a été souligné par Monique tout à l'heure. J'ai des surfaces, notamment de toits, mais j'ai des toits avec de l'amiante. Et là, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État notamment, mais moi j'aurais des surfaces, alors, on pense au parking, on pense à d'autres surfaces, disponibles, mais on a un problème d'amiante. On sait que c'est général, puisque c'est générationnel. Nos toits à l'époque se faisaient avec de l'amiante pour la plupart de nos bâtiments. Ils ont des grandes surfaces. Donc il y a une interpellation. Comment peut-on gérer l'amiante pour favoriser l'installation de générateurs photovoltaïques sur nos collectivités? Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourrait répondre là, pas forcément, il n'y a pas de représentant d'État peut-être. Monsieur Cos. On allait parler avec Monsieur Cos. Merci d'aborder ce sujet. Alors, je ne vais pas répondre à la place de l'État, c'est pas de soi, mais dire simplement donc la démarche de TE47
que ce soit monsieur le préfet, ses services, que ce soit nos parlementaires, ce sujet a été abordé. On nous incite à développer des énergies renouvelables et le photovoltaïque, donc à Lot-et-Garonne, avec le soleil que l'on a, on le voit aujourd'hui, a cette possibilité. Qu'est-ce qu'on rencontre? Donc TE47, vous l'avez compris, on travaille pour les communes. Nous avons des possibilités de développer donc sur les toitures, les bâtiments communaux, les panneaux photovoltaïques. Je prendrai pour exemple tout ce qui est gymnase. Donc on a une terre de rugby, mais également une terre de basket. Aujourd'hui, sur le bureau, il y a 80 dossiers qui sont en attente, proposés par des communes, sur des gymnases et autres bâtiments. On ne peut les faire évoluer quand on fait l'étude donc de rentabilité entre la construction des panneaux photovoltaïs, mais surtout la dépose et le traitement de l'amiante. Et bien, donc, nous avons à peu près, j'avais fait le calcul, 32 000 mètres carrés qui sont en attente de pose de panneaux photovoltaïques. Les communes sont prêtes à franchir le pas, mais le coût de l'amiante ne nous le permet pas. Dès que vous faites un trou sur un panneau amianté, donc il y a le traitement et tout ce qui suit. Donc oui, il faut que nos parlementaires se saisissent de ce dossier, que par l'intermédiaire de subventions, je pense à la DETR de l'État, mais éventuellement des subventions qui pourraient être départementales, même si on connaît toutes les difficultés qu'ont les départements, les régions. Mais ce petit coup de main qui pourrait être donné aux communes permettrait de développer, vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics. Merci pour cette réponse. Je crois qu'il y a une autre question là. Alors il y a beaucoup de questions. Oui, commencez par vous, alors de façon courte. On va faire court. Il y a beaucoup d'élus qui ont pris la parole. Moi, je suis un citoyen lambda. J'ai juste un petit avantage, c'est que je suis un installateur en énergie renouvelable à la retraite. Donc, il y a un certain sujet que je connais. Sur le photovoltaïque, je dois dire que par rapport aux chiffres que vous avez donnés, globalement sur les énergies renouvelables, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'on est toujours entre 75 et 80% de consommation d'énergie fossile. Ça veut dire que tous les efforts qu'on fait aujourd'hui pour installer des énergies renouvelables servent à compenser cette espèce de fuite en avant de besoin d'énergie qu'on a. Et j'ai pas l'impression que ça va s'arranger vu tout ce qui sort aujourd'hui dans les grandes entreprises qui nous pondent des produits consommateurs d'énergie. Donc je rejoins M. Ventadou en disant, est-ce que c'est pas la première chose, la sobriété énergétique, et est-ce qu'on ne commencerait pas d'abord à réfléchir à ce qu'on consomme en termes d'énergie? Et là, juste un petit point. Je trouve que globalement, au niveau de l'État et des collectivités, sur la rénovation énergétique des bâtiments, on est complètement à côté de la plaque. Il y aurait bien mieux à faire, et c'est ce que je disais à mes clients, commencez par isoler votre toiture, commencez par changer vos fenêtres, et puis après on verra si on met du solaire ou si on met une chaudière à granulés. C'est aussi simple que ça. Rapidement sur le photovoltaïque, je vois poindre autour de chez moi quantité de projets, d'ombrières photovoltaïques, de champs, bon, c'est pas dans le Lot-et-Garonne, mais juste à côté de chez moi, dans le Lot, 80 hectares de panneaux photovoltaïques. Alors, je ramène ça, moi, juste à une interrogation de citoyen. Est-ce que demain, je vais manger ou est-ce que je vais donner à manger à mon smartphone? Voilà la question que je voulais poser. Frédéric Péchavy, peut-être vous voulez peut-être réagir par rapport à la nécessité de baisser notre consommation. Donc Frédéric Péchavy, qui est président de la CCI, je le rappelle, je me permettrai d'interpeller tout de suite après, quand on parlera de la filière bois. Alors, ça sera après. Oui, merci. En fait, ce qui me semble essentiel, et même si ça fait plus d'une heure qu'on a démarré cette table ronde, l'énergie, en fait, c'est quoi? C'est ce qui nous a permis, d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, de venir sur ce monde tel que nous le connaissons, notre société aujourd'hui. Si je parle dans un micro, c'est parce qu'il y a une production qui est faite, et cette production, elle n'est possible qu'avec de l'énergie. À partir du moment où ce n'est pas l'être humain qui se déplace à pied ou qui, par sa force, produit quelque chose, c'est une machine qui le fait. Cette machine, pour exister, elle a besoin d'énergie. C'est ce qui fait que pendant 40 ans, on a été biberonné à deux énergies, le pétrole et le gaz, qui sont en fait juste de l'extraction. Vous ne les produisez pas, ces énergies, elles existent. Alors, effectivement, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles rejettent du CO2 dans leur utilisation. Et de toute façon, pendant ces 40 dernières années, notre modèle économique n'a progressé que parce que nous avions de l'énergie et de l'énergie pas chère. Il
effectivement, aujourd'hui, on arrive à une situation où on a une crise énergétique, mais cette crise énergétique, elle ne date pas de l'Ukraine, elle ne date pas du confinement, elle date depuis les années 2000, où nos projections d'une planète à 8 milliards, et en estimant que ces 8 milliards de personnes ont droit à une consommation identique à nos pays, nous amènent à quelque chose qui n'est pas possible avec le pétrole et le gaz. Moi, un métier que je connais qui est le pétrole, aujourd'hui on consomme 100 millions de barils par jour de pétrole dans le monde. Toutes les unités de production raffinerie tournent à 95%. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui, de toute façon, de continuer à soutenir la croissance économique qu'avec le pétrole, qu'avec le gaz, de façon fossile. Le problème, c'est que cette énergie, ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'extraction. Donc elle ne coûte pas cher. Et cette crise énergétique, forcément, nous amène à des prix très élevés. C'est un inconvénient, mais c'est une chance. Parce que c'est la seule façon aujourd'hui de contraindre. Alors il y a eu le certificat d'économie d'énergie pour aider les consommateurs, sauf que ça, c'est le consommateur qui le paye à la fin. Quoi qu'il arrive, de toute façon, tout ce que vous mettez en place, il y a un consommateur qui doit en régler la facture. Donc on est effectivement aujourd'hui à la croisée des chemins. Donc pour arriver déjà dans un premier temps à rentrer dans dans ce que l'objectif 2050 d'une neutralité carbone, il faut que immédiatement on réduise notre consommation d'énergie. Et ça, on n'a pas le choix. C'est la première, c'est ce que là, collectivement, on est capable tous de faire, qu'on soit au niveau d'une entreprise, au niveau d'un particulier, on doit réduire nos consommations. Aujourd'hui, on a un modèle de vie qui ne me semble pas adapté aux enjeux climatiques, mais que ça soit aussi pour l'eau, parce que là on parle d'énergie, mais l'eau est très certainement le premier problème qui arrivera et qui entraînera qui peut entraîner en tout cas des choses catastrophiques au niveau planétaire. Et on est en plus dans un nouveau monde géopolitique où on voit bien que la mondialisation heureuse que l'on a connue pendant jusqu'à il y a quelques années n'existe plus, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a une volonté d'aller chercher des matières premières qui existent par des dirigeants mégalos avec des égos. C'est tout d'ailleurs. Il n'y a pas de fond, il y a peut-être quelque chose à réfléchir. Là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on reste quand même avec 70% d'énergie fossile qui dope, qui alimente parce que c'est un produit qui est naturel. Il a des problèmes et c'est un produit qui est naturel. On l'extrait juste en fait, on n'a pas besoin de le produire. Alors que l'électricité, c'est soit du nucléaire, soit du photovoltaïque. En même temps, dans 50 ans, les réserves seront épuisées. Alors ça, moi j'avais un jour posé cette question-là, on m'avait dit, tu sais Frédéric, l'âge de pierre, c'est pas arrêté parce qu'il n'y a plus de pierre. On voit bien qu'il y a on voit tous les jours des communications sur des découvertes de gisements. Et plus le pétrole ou les gaz seront chers, plus ils iront chercher. Par contre, ce qui, à mon avis, n'est pas possible, c'est aujourd'hui de créer de nouvelles raffineries, parce que l'acceptabilité des citoyens n'existe plus par rapport à ça. Donc on est aujourd'hui sur une saturation de l'outil industriel pétrolier, on est sur, je crois, une saturation aussi de l'outil gaz fossile. Alors après, il y a des intrants qui peuvent arriver, le biogaz en est un, le biofuel en est un. Aujourd'hui, c'est des énergies qui sont 100% fossiles. Demain, ça peut être des énergies qui seront 100% végétales. Alors, il y a d'autres questions. Alors, parce qu'il y en a d'autres. Rapprochez-vous, ceux qui veulent poser des questions. Je reviens vers vous après. Bonjour. Voilà, je vais réagir comme monsieur en tant que citoyen. Allez-y, réagissez. Parce que je vais en profiter qu'il y ait beaucoup d'élus. J'ai fait mon bilan carbone il y a quelques jours par le site de l'ADEME. Bon, je me doutais qu'il ne serait pas bon étant infirmier libéral et ayant une voiture diesel, je me doutais bien que ça n'allait pas être bon. Je suis tombé à 13 tonnes. Alors ça fait 3-4 ans que je fais des efforts. Mais ma surprise a été que les services publics, c'est 1,4 tonnes. C'est-à-dire que demain, il faut qu'on arrive à 2 tonnes. Il y a déjà 1,4 tonnes qui est pris par les services publics. Donc j'en profite aux élus pour leur dire, déjà, montrez-nous l'exemple. Nous avons des collèges, des lycées qui sont des passoires thermiques.
il n'y a rien qui est fait. Actuellement, on ne le voit pas. On va donner la réponse. Il y a très peu de choses qui est fait en tout cas. Enfin, bon, moi j'ai des enfants qui m'ont toujours dit qu'ils avaient trop chaud l'été, ils avaient froid l'hiver. Voilà, peut-être qu'il y a quelque Alors on chose à va faire. peut-être laisser répondre Sophie Gargovitz, qui vous êtes un peu chargée de cette question-là, vous, au sein du département, notamment en ce qui concerne les collèges. Alors en ce qui nous concerne au conseil départemental, donc Sophie Borderie nous avait chargé d'une mission, la mission environnementale, sur laquelle donc, on a dû travailler avec des experts, avec TE47, enfin on a eu beaucoup d'intervenants. Certes, on part d'un constat où on a des soucis et comment on va les résoudre. Donc on a travaillé sur des fiches d'action et c'est pas parce que ça ne se voit pas que rien n'est fait, d'accord ? Donc on a des travaux qui sont réalisés dans les collèges, puisque c'est de notre compétence. Je laisserai la parole à Maud après en ce qui concerne les lycées. Évidemment, l'été, il fait trop chaud, mais moi en tout cas, je ne dirais pas on va installer des clims, hein, parce que voilà, on est d'accord. Déjà les isoler. Voilà, déjà on isole, donc on fait au fur et à mesure, parce qu'on a de nombreux collèges dans le département, donc on les fait au fur et à mesure. Peut-être que le collège dans lequel est votre enfant, ce n'est pas encore réalisé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en projet, puisque Nicolas Lacombe, quelque part dans une des tables rondes, pourrait très bien parler du plan collège, avec des millions qui sont investis dans les collèges, et on fait en effet au fur et à mesure. Alors, Maud pareil, pour la région. Effectivement, au niveau des lycées, c'est pareil, il y a des politiques de réhabilitation des lycées qui sont faites progressivement. Je crois qu'il y a Cyril Galtier de la SEM47 ici qui est en charge de la rénovation sur le Lot-et-Garonne. Donc voilà, il y a une politique de rénovation, mais comme vous dites, effectivement, il faut qu'on donne l'exemple et on s'engage à ça. Je voulais juste faire une aparté, parce que moi, mon champ d'intervention côté région, c'est notamment la gestion et prévention des déchets. On parlait de l'amiante, effectivement, de mobiliser l'État pour trouver des solutions. Mais il faut aussi penser aux déchets de l'amiante derrière. Et quand on pense une politique, il faut penser à son déchet. Toutes ses conséquences. Et qu'on soit dans l'économie circulaire et qu'on réfléchisse après. Et sur les méthaniseurs, on a aussi toute la partie biodéchets où il y a des obligations pour les collectivités et l'ensemble des citoyens à s'engager pour composter le biodéchet, et ça fait partie aussi de l'alimentation des méthaniseurs, et effectivement éviter des productions agricoles qui vont alimenter ces méthaniseurs. On a la ressource au niveau des biodéchets pour alimenter ces méthaniseurs. Voilà, pardon. Michel Ménard, donc président du conseil départemental de Loire-Atlantique, vous voulez aussi réagir sur cette question? Oui, je rappelais tout à l'heure dans ma première intervention qu'on avait commencé par travailler sur les économies. Et je rappelais aussi qu'on avait diminué de 20% les consommations énergétiques au département. Donc ce travail, il est engagé, mais c'est un travail de longue haleine. Nous, on a 84 collèges publics en Loire-Atlantique, donc ça met du temps. Alors évidemment, on en construit à peu près un neuf par an, hein, donc en remplacement parfois, en plus d'autres fois, puisqu'on a une évolution démographique importante. On a 44 000 nouveaux habitants en Loire-Atlantique et ça fait un solde de plus 17 000 par an. Mais ce travail, il est fait sur les collèges neufs, évidemment, ça fait partie des critères et on va au-delà de ce que prévoit la loi, et on a un plan de rénovation énergétique de nos bâtiments. Mais évidemment, quand on a 84 collèges, ça met du temps. Nous avons un office public HLM, on a 8500 logements. Et bien là, il y a un plan de rénovation énergétique. Nous aurons en 2027 plus de 80% des logements qui seront classés A, B ou C, et le restant sera classé D. C'est-à-dire qu'en 2027, on n'aura plus de logements qui seront classés E ou F. On a déjà plus de G. Mais, donc ce travail, il est fait, et les logements sociaux, en l'occurrence, ils sont mieux isolés que les logements privés. Le travail sur l'isolation, il doit se faire particulièrement sur les copropriétés privées, où là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des accords des copropriétaires pour engager ces travaux qui sont évidemment coûteux, et souvent les propriétaires privés ne voient pas d'un bon œil cet effort de rénovation énergétique, parce que ça pèse sur les revenus fonciers qu'ils attendent.
Autre question. Alors, après, parce qu'on a avancé sur les questions, monsieur là-bas. Après, ce sera au fond là-bas, le barbu au fond. Alors, je vais d'abord témoigner. J'ai été 22 ans élu. Il y a des élus ici qui étaient les représentants du département, 22 ans élus au Collège Jasmin à Agen. Et nous avons dénoncé très souvent la gabegie, avec des non-réglages par exemple de radiateurs par salle. Donc comme il fait trop chaud l'hiver, on laisse ouvert pour pouvoir supporter ce genre de choses. Des portes qui ferment les couloirs qui n'étaient pas automatiques. Donc, et vous n'étiez pas entendu par le département à ce moment-là? J'entends que maintenant il y a une évolution et j'en suis très content. Je parle en tant qu'ancien élu. Il y a 20 ans déjà, on demandait à ce que des panneaux solaires soient installés. Et donc, il y a une certaine inertie dans ce genre de choses. Je voudrais souligner un autre problème et poser deux questions. Celle de la formation. Je rappelle que le 4 août, des étudiants de plusieurs grandes écoles parisiennes ont refusé leur diplôme et ont décidé de démissionner. Pourquoi? Parce que la formation à l'écologie, la prise en compte de l'écologie dans leur formation, mais aussi ensuite dans leurs attributions professionnelles, n'est pas suffisante. Donc je pose le problème de la formation des gestionnaires, et qui ne tiennent pas en compte les critères, prennent pas en compte les critères écologiques. J'ai une autre casquette, même si j'ai le chapeau à la main, c'est celle de président d'association. Je remercie le conseil régional de nous demander à chaque fois qu'on a une activité. Nous avons organisé le championnat de France de Black Ball, un bilan écologique, un bilan de développement durable. Quelles actions de développement durable nous mettons en œuvre? J'aimerais que toutes les collectivités aient cette démarche-là. Moi, en tant que président, j'essaie de faire autant que faire se peut des choses à l'intérieur de mon association. Évidemment, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. L'installation électrique, c'est celle de la commune, mais comment favoriser le covoiturage, par exemple. Avoir lors des événements découverts qui sont recyclables, etc., etc. J'essaie d'avoir cette démarche-là. Donc moi, ma question, c'est celle de la formation et de la prise en compte de l'écologie dans les bilans. Merci. Peut-être Monique Itoni, vous êtes enseignante de formation. La formation, ça vous parle, puis ça fait longtemps vous, que vous parlez d'énergie renouvelable. Peut-être que vous pouvez apporter un éclairage à monsieur. Bon oui, nous on a eu les mêmes problèmes. Dans mon collège, on a proposé des panneaux et tout ça, et ça a été refusé. Bon. Et je voulais intervenir, moi, pour le solaire thermique. Parce qu'effectivement, on a parlé du solaire photovoltaïque, mais c'est très important le solaire thermique. Je pense par exemple à toutes les maisons de retraite. Parce qu'actuellement, il y a des maisons de retraite qui sont rénovées au niveau des économies d'énergie. On ne pense jamais pratiquement à mettre du solaire thermique. Bon voilà, des établissements qui fonctionnent en permanence. C'est vrai qu'un collège, ça va moins se justifier puisqu'on est fermé quand le soleil tape le plus. Mais par exemple, moi j'étais dans un collège où il y avait un internat, qui l'été aussi faisait venir d'autres personnes. Donc là, ça aurait pu se justifier. Bon, alors il y a le problème des bâtiments historiques. Bon, maintenant ça a un peu évolué quand même parce que j'ai été élu communal. Qu'est-ce qu'on s'est fait suer avec? On a une église du XVIe siècle, c'est génial. Mais alors, bon, pour les toits et tout ça, après c'est un peu compliqué. Bon voilà, il y a toute une évolution. Mais je voulais, pour les gens, que ce soit individuel ou au niveau des collectivités territoriales, etc., ne pas oublier le solaire thermique qui vous fait économiser autour de 70%. Hein. Moi, j'ai un panneau, enfin j'ai des panneaux depuis 81, là c'était je sais pas qui avait dit il faut économiser l'énergie. Bon, on s'y était mis et il a marché plus de 20 ans. Hein. Les panneaux ont marché plus de 20 ans, sans intervention. Bon, maintenant on en a des plus modernes, mais bon. Juste pour répondre au monsieur quant aux critères développement durable, parce que dans le développement durable, l'un des piliers, c'est l'environnement. Toutes les subventions de fonctionnement qui sont versées par le département aux associations, dans les conventions, vous avez des critères développement durable dans toutes les conventions, comme la région d'ailleurs. Hein, voilà. Une question là-bas, Guillaume Miranda, oui. Parti communiste français. Oui. La question était, est-ce que parmi les entrepreneurs qu'il y a ici et les coopératives, est-ce que vous pouvez nous informer sur la part de panneaux photovoltaïques installés sur notre territoire ou même en France, qui sont produits en France? Je pose cette question-là parce que ça a été dit plusieurs fois, les différents rapports du GIEC donnent cet objectif de plan de neutralité carbone en 2050. Et installer des panneaux photovoltaïques en France, produits en France,
ce serait un des objectifs, mais si ça a été produit à l'étranger et l'empreinte carbone que ça peut avoir, ça fait un plan carbone ici un peu plus intéressant, mais moins intéressant à l'échelle mondiale du coup. Vous qui intervenez directement sur le territoire à travers les coopératives ou les entreprises, quelle est la part qui a été produite en France par rapport à ce qui est installé ici? Alors, il y a... Qui veut répondre? Eric Tolo pour Fonroche Éclairage. Nous, malheureusement, zéro, pour être clair, parce qu'il n'y en a pas très peu de produits en France. Et donc, ça vient essentiellement d'Asie. Il faut savoir que l'Asie, malheureusement, a tué le marché du photovoltaïque il y a quelques années. On en paye les conséquences aujourd'hui. Si on pouvait se sourcer, si on pouvait acheter du panneau en France, on serait bien sûr les premiers à le faire. Mais malgré tout, le bilan carbone reste quand même très positif. Même si on fait venir du panneau, malheureusement d'Asie, et je le répète, nous serions les premiers à acheter des panneaux français. Nous avions avant Fort-Roche Photovoltaïque, qui est devenu Reden Solar maintenant, produisait du panneau photovoltaïque jusqu'il y a 3 ans maintenant, ou 2 ans. Malheureusement, et c'est malheureux, mais elle ne pouvait plus, parce que si elle voulait continuer à se développer, elle ne pouvait plus fabriquer ces panneaux, parce que le développement des centrales photovoltaïques, de leurs centrales de photovoltaïque, n'aurait pas pu être rentable et n'aurait pas pu passer dans les différents appels d'offres qui sortaient. Donc, malheureusement, non. Oui, une pression. Oui, juste, en fait, là, on est encore dans dans quelque chose qui me paraît complètement aujourd'hui dépassé, c'est-à-dire qu'on était dans une approche purement économique. Et donc il fallait des productions qui soient à bas coût. Et comme on était dans cette mondialisation heureuse, où une production en Chine d'un panneau photovoltaïque, où les principes actifs du paracétamol produit pareil en Chine, et on avait derrière une logistique qui était très rapide, efficace, une énergie qui était peu chère à l'arrivée, des coûts de main-d'œuvre qui étaient effectivement beaucoup plus bas que dans nos territoires. Donc on arrivait avec une approche purement économique à quelque chose qui est aujourd'hui complètement fou, c'est-à-dire qu'on déplace effectivement un problème. Aujourd'hui, une voiture électrique en production émet 2 fois plus de CO2. Alors après, il faut faire une analyse du cycle de vie, et en étant très objectif, là encore une fois là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une analyse de cycle de vie. Mais après, il faut aussi dire les vérités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste faire croire. Mais compare un diesel à une essence, plus de Oui. ramasse de CO2. Ah non, mais ça j'ai pas de débat là-dessus. Après, votre voiture électrique, quand vous la rechargez aujourd'hui, nous, on vient de recevoir, l'État là, est en train de travailler sur des alertes de consommation de gaz, des alertes de consommation électrique. Atténuer tous les critères qui sont un petit peu coercitifs pour tout ce qui est photovoltaïque. Il est marqué dedans, centrale au charbon va être relancée cet hiver. Pour faire quoi? Pour recharger une voiture électrique. Voilà, donc il faut être très objectif là-dessus. On est dans une transition, vers une transition, mais cette transition-là, elle va être dure à tout niveau. Voilà. Sophie Gargovich pour le département. Pour moi. D'accord, très bien. Non, l'aberration totale de notre société, c'est qu'aujourd'hui, on veut absolument tous un véhicule électrique sous prétexte que c'est moins polluant, mais on ne veut pas de nucléaire. Donc, comme explique, parce qu'il faut quand même être... On va parler nucléaire. Ouais, mais je pense qu'il faut à un moment reposer les choses. On ne veut pas de nucléaire, on voudrait des panneaux photovoltaïques qui soient fabriqués en France, Non, mais je crois qu'à un moment, il y a des choses qui déraillent, il faut qu'on reprenne notre bon sens. Je vais vous choquer. J'ai changé de voiture, j'ai racheté un diesel. Pourquoi? Eh ouais, j'ai racheté un diesel. Eh oui. Parce que je voulais acheter une Mégane. Non, mais c'est une petite anecdote, je pense, qui est importante aussi. Une Mégane essence consommait du 7,5 litres au 100, faisait du 102 grammes de CO2. J'ai raconté ça à mes collègues au département, ils sont tous moqués de moi, j'ai presque... Voilà. Mon diesel consomme du 4 litres 2. Et il fait du 89 grammes de CO2. Alors, vous allez m'expliquer, enfin je ne sais pas. Moi, je suis de formation littéraire, je ne suis absolument pas scientifique. Mais à un moment, j'ai quand même un petit peu de bon sens. Donc je me dis, ok, mon diesel est peut-être certes plus polluant avec des filtres à particules dans les véhicules qui sont maintenant récents. Et on me dit qu'il faut que j'achète une essence parce que c'est moins polluant. Mais je consomme le double.
Donc bon, voilà. Alors si vous avez une explication à me donner, ben, je suis preneuse, moi. Alors, il n'y aura peut-être pas d'explication. Hein. On va rester sur cette interrogation. L'année prochaine, peut-être, on va répondre. Monsieur, et après madame, je vous ai vu. Juste un tout petit, j'appuie deux petites choses. Allez-y. Très rapide. J'appuie, Monique a soulevé quelque chose de l'énergie solaire pour faire de l'eau sanitaire, c'est quelque chose de très bien. C'était très facile avant, hein. On peut bien arriver, mettre un cumulus avec une résistance, c'est facile à monter. Le reste, c'est plus compliqué, il faut des techniciens un peu plus. Ça fait 10 ans que j'en ai, ça fonctionne. Hein. Et il faut, toutes les écoles, tout ça, ça devrait être comme ça. Ça devrait être interdit de mettre un cumulus électrique. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et juste, je suis créateur lumière, et voilà, l'énergie, enfin, les éclairages publics, on peut en enlever énormément. J'ai commencé une fois, j'ai une émission de radio où je suis intervenu, le territoire d'énergie me rentrait dedans confortablement. Je crois que vous êtes en train d'évoluer, et tant mieux, et j'en suis très heureux. Il faut vraiment même que les techniciens soient très compétents et disent à tous les mairies, il faut baisser l'éclairage public. Mettez bien le micro. Ça sert à rien, l'éclairage public. Enfin, ça sert des fois, il faut des détecteurs, on peut mettre plein de choses, il y a plein de solutions. Et les voitures ont des phares, enfin bon, voilà. C'est pour notre énergie, c'est pour tous. C'est tout. Merci. D'autres interventions. Vous avez passé le micro à madame, là, qui veut parler depuis un petit bout de temps. Et je crois qu'au fond aussi, là-bas. Pratiquement toutes les personnes. Mettez bien le micro devant vous. Pratiquement toutes les personnes qui ont pris la parole l'ont prise au nom de leur collectivité ou de collectivité. Moi, je vais le prendre au nom de particuliers et demander quel est l'intérêt ou la valeur que peut avoir pour justement un particulier à installer du photovoltaïque sur sa maison. Alors, qui veut répondre à cette question? Allez, Monique. Bon, c'est pas au niveau de la coopérative citoyenne, mais on est presque tous comme ça à l'intérieur. Parce que j'ai un toit photovoltaïque depuis 99. Si vous voulez l'intérêt, c'est qu'il faut coupler deux choses. Hein, c'est-à-dire, il faut vraiment faire une politique d'économie d'énergie. Ça n'a aucun intérêt si c'est pour faire marcher son chauffage électrique. C'est ça le problème, c'est qu'il faut mélanger les économies d'énergie, c'est-à-dire l'isolation de la maison, etc., et faire du photovoltaïque. Voilà. Après, c'est un intérêt global. Nous, on revend notre courant à EDF. Bon, Enercop nous a refusé parce qu'on a un petit toit, ils cherchent des gros projets, ça se comprend dans leur politique, etc. On est client d'Enercop, qui est une coopérative citoyenne d'Aquitaine. Maintenant, hein, ils sont décentralisés en unités dans chaque région. On est client d'Enercop, mais on revend notre électricité à EDF, qui a beaucoup râlé qu'on soit client d'Enercop et qu'on leur revende l'électricité. Mais ils sont obligés de nous prendre notre électricité. Et donc, c'est une manière de faire progresser les énergies renouvelables en France. Et actuellement, même en achetant l'électricité à Enercop plus cher, parce que c'est une coopérative, c'est un peu plus cher, et en revendant EDF, on dépense zéro au niveau électricité dans notre maison. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour économiser l'électricité. On a une chaudière à bois, on a une cuisinière à gaz, enfin voilà. Hein, on oublie l'électricité pour la plupart des trucs. Merci Monique. Encore une question, après on va accélérer un petit peu parce qu'on me dit qu'il reste 20 minutes. Et on va parler de la filière bois notamment. Monsieur. Alors juste une petite remarque qui ferait peut-être passer sur la question d'après, mais globalement, on a 120 km² de panneaux photovoltaïques installés en France. Il faut penser qu'on a 27 000 km de voies ferrées, donc de surface susceptible de recevoir des panneaux photovoltaïques au-dessus. On a 8 000 km d'autoroutes payantes qui pourraient recevoir des panneaux photovoltaïques au-dessus. Et on est en train de nous dire qu'on veut mettre 2 km² de photovoltaïque pas loin d'ici, en coupant des bois pour mettre au-dessus. Voilà. Donc utilisons les bonnes surfaces. On a des parkings. Il y a une chose aussi qui devrait être photovoltaïque. Et une chose qui devrait être faite, c'est quand on construit des zones d'activité, les bâtiments qui sont dessus et les parkings devraient être couverts de panneaux photovoltaïques par obligation à la création de la zone. Tout ça, c'est à prendre en compte. Et je pense que si ça avait bien été pris en compte, et c'est aux politiques à le faire, ça. Si ça avait été pris et obligé et mis un peu dans la loi, on pourrait trouver des surfaces qui permettraient de faire de ça. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi faire des économies, mais ça c'est un autre problème. Merci pour votre remarque et intervention. On va peut-être passer maintenant... Ah, monsieur, oui, c'est vrai. Allez. Rapidement, s'il vous plaît, pour qu'on passe à la filière bois. Oui, l'ESCOM Serge, maire Montorio.
Bon, je vais essayer d'être rapide. Sur la commune, on a un projet qui est établi depuis 2018 de panneaux photovoltaïques concernant 22 hectares. Voilà. Donc, il se trouve, alors, effectivement, il faut préserver les zones agricoles, voilà, on connaît. Sauf que ce terrain, il est très médiocre. Donc, et il se trouve que le propriétaire, il a voulu changer d'orientation. Donc, il y a ce projet de 22 hectares. Et effectivement, il ne faut pas quand même geler cette superficie. Donc, derrière cela, les panneaux sont suffisamment élevés, suffisamment avec des séparations suffisamment importantes. Et derrière cela, il y a un projet de plantes mellifères avec un couple d'apiculteurs qui sont tout à fait d'accord pour exploiter cette surface-là et qui représenterait 4 à 5 tonnes de miel par an. C'est une nouvelle économie, je trouve que c'est très intelligent comme raisonnement. Et ensuite, bon, ces plantes mellifères, elles font du foin, bien sûr, quand elles sèchent. Et là, il y a un exploitant agricole qui est prêt à récupérer tout ce foin-là. Bon, ensuite... Rien n'est perdu, donc. Rien n'est perdu. Alors, cette centrale photovoltaïque, elle sortirait une énergie nécessaire, une énergie de 19 à 20 mégas, ce qui représente à peu près l'énergie d'une commune rurale. Bon, effectivement, ils ne vont pas produire que pour la commune, ça va dans le réseau général, sauf que si dans chaque petite commune, on avait ce type de... Parce que la commune, elle fait 1000 hectares. Bon, il y en a qui font plus ou moins. Bon, qu'est-ce que c'est une vingtaine d'hectares sur 1000 hectares alors que ça permet d'avoir une autonomie. Voilà. Bon, alors, tout cela, ça a été... Depuis 2018, nous sommes prêts. Et là, dernièrement, alors on a pris une délibération concernant l'ancien mandat, on a une délibération favorable. Le nouveau mandat, délibération favorable. Et on nous a répondu qu'il ne fallait pas se précipiter. Alors que tous les jours, on nous explique qu'on va manquer d'énergie, qu'il faut de l'énergie propre. Voilà. Ça va peut-être accélérer dans les... Comment? C'est qui on me demande, monsieur Wattis? Alors, il y a un organisme, la communauté de communes de Bastide et Haut-Agenais, enfin les 4 cantons, hein, pour ceux qui connaissent. Et là, il y a une organisation, enfin, il y a eu un rassemblement, qui se nomme le COPIL. Et ce rassemblement-là, c'est pour étudier justement ce type de projet. Sauf que le COPIL a été instauré après notre projet. Et parmi ce COPIL, il n'est pas très objectif parce que c'est un rassemblement d'élus exploitants agricoles qui ne sont pas favorables aux panneaux photovoltaïques en plein champ. Voilà, donc on voit qu'il y a parfois des dissensions entre les uns et les autres. On va accélérer un tout petit peu. Vous vouliez parler? Je suis président de la communauté commune. Ah d'accord, bon, vous avez été mis en cause. Vous répondez de façon... Oui, là, normal qu'il réponde. Il a été mis en cause. Serge, tu as bien résumé. Bon, Auguste Florio, je suis président de la communauté commune. Non, c'est vrai que c'est un projet qui date de 2018, que nous avons découvert. Moi, je suis élu depuis 2 ans. Et justement, on a installé une commission... La communauté commune et territoire était poste déjà pour le dire. Nous ne sommes surtout pas contre l'implantation de panneaux photovoltaïques. Dans le PLI, toutes les zones dégradées ont été recensées et les projets sont en train de se terminer. Il y a une centaine d'hectares. Et c'est vrai que c'est pour l'implantation dans les zones agricoles. Justement, quand on est arrivé, il y avait le projet Montoriol où on nous demandait de donner un avis. Et un avis, quand on voit 30 hectares, 25 ruches, mais le projet, ce que tu as oublié de dire, Serge, que le projet, on a rencontré les opérateurs, a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas pris de délibération ni pour ni contre, je ne voulais pas prendre une délibération, donc on a créé une charte que Jean-Marie Gary, que je n'ai pas vu, devait peut-être en parler, qui est vice-président en charge de l'urbain. Ces projets, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire que quand on voit un projet de 30 hectares, nous, notre politique, c'est qu'il y ait une répartition sur tout le territoire. Équilibré, j'imagine. Équilibré, qui n'est surtout pas un opérateur et qui
qui viennent, qui achètent 50 hectares et qui mettent 50 hectares de panneaux photovoltaïques. Ce qu'on avait mis dans le PLUI, c'est-à-dire c'est l'interdiction sur les zones irriguées ou irrigables et tenir compte de la co-visibilité avec... on est un territoire assez riche en patrimoine, que ça ne dégrade pas les paysages. Ça correspond, le projet de Montoriol rentre dans ces critères. Restait le problème d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire que l'activité agricole soit maintenue et que ce soit l'activité principale. Quand on voyait le dossier au départ, ça ne correspondait pas. Mais ça peut peut-être évoluer positivement. Et ça évolue, et ça évolue. Alors on va... Voilà. Oui, on va accéder. Et ça, on va rester sur ça évolue, si ce n'est qu'on avait... Vous allez discuter juste après ensemble. Ça évolue positivement. Non, ça évolue. Non, on n'a pas pris la délibération, mais si ce n'est que l'État, la DDT, allait mettre un avis défavorable, puisqu'on avait mis dans notre PLUI qu'il fallait garder une production agricole, qu'elle soit avérée. Le terme avéré les généraux. Oui, que la production agricole ne soit pas là uniquement pour le photovoltaïsme. Donc on vient de modifier ce PLUI. Très bien. Vous discuterez après, parce qu'on avance pour la filière bois. On se connaît bien avec Serge. Alors, avant de laisser la parole à Frédéric Péchavy, puisque vous faites des granules de bois. Je vais revenir vers Michel Ménard, donc président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Vous avez un projet, vous, intéressant, parce qu'il y a sur votre territoire une centrale à charbon qui doit normalement fermer ses portes au plus tard, en 2026. Et vous avez décidé de la transformer en usine de recyclage de déchets de bois. Enfin, en tout cas, c'est un projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je cherche le micro, le deuxième micro. Sur la table. Ah ben, monsieur Mpou, nous en parler, parce que ça c'est intéressant, parce qu'on part d'une centrale à charbon, donc qui pollue beaucoup, et l'idée c'est de la transformer en énergie renouvelable en quelque sorte. Expliquez-nous un petit peu ce projet. Il y avait un projet qui s'appelait EcoCombust, qui avait été initié, puis abandonné par EDF parce que ce n'était pas rentable. Barbara Pompili, quand elle était ministre de l'Environnement, a remis ce dossier, a réouvert ce dossier. Et d'ailleurs, je dois dire que les organisations syndicales, la CGT en premier, s'est saisie de ce dossier avec une très grande expertise. Moi, je les ai reçus. Et le département a apporté son soutien à ce projet, donc de transformation de cette centrale. Alors il y aurait encore l'utilisation de charbon, mais ce serait une part, dans un premier temps 80%, et puis on pourrait atteindre à moitié moins de consommation de charbon pour utiliser des déchets de bois, enfin donc pour réutiliser donc ces déchets, notamment tous les produits de meubles, enfin donc qui ne sont pas valorisés, et pour les réutiliser dans cette centrale où il y a peu de travaux à faire, et ça permettrait d'avoir une consommation beaucoup moindre de charbon, puisque pour l'instant nous avons encore besoin en Loire-Atlantique, alors plus pour alimenter la Bretagne d'ailleurs, de cette centrale. En Loire-Atlantique, nous développons plus des énergies éoliennes, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais sur ce projet-là, nous attendons la réponse de l'État. Il y a des porteurs de projets privés qui s'associent, et c'est porté, y compris au niveau par les salariés. Donc j'espère que nous pourrons voir ce projet sortir, mais c'est encore incertain. Donc voilà, on va donner la parole maintenant à Frédéric Péchavy. C'est intéressant parce que voilà, à partir de quelque chose qui existe, qui pollue beaucoup, on peut essayer d'améliorer les choses, de faire en sorte que ce soit, en l'occurrence, une centrale à charbon qui pollue beaucoup moins. Frédéric Péchavy, donc vous êtes président de la CCI, on le rappelle, et directeur général de Péchavy Énergie. Vous avez développé deux choses. Alors on va parler d'abord des granules de bois, et puis après on parlera du biofuel. Ces granules de bois, elles permettent de valoriser aussi le bois qui peut se retrouver à côté de chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour aller récupérer la matière première. Comment ça fonctionne, et à qui ça s'adresse exactement?
Alors en fait, nous, on est parti de Chevy Énergie, donc on est une entreprise centenaire dans l'énergie hors réseau. Donc on est passé un peu par toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on a démarré avec le bois bûche, et puis après est arrivé le charbon, puis après est arrivé le pétrole. Et puis début des années 2000, on est assez actif dans notre fédération et on a bien vu l'État, l'administration centrale qui commençait à parler de loi de programmation de la politique énergétique. Et là, on commençait à parler de mix énergétique. Et donc nous, en local, on a réfléchi au sein de Péchavy quelle pourrait être une diversification vers les énergies alternatives. À l'époque, on les appelait. Donc il y avait effectivement le photovoltaïque. Et Yann Moss, lui, est parti sur cette filière-là. Le photovoltaïque, pour nous, c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait être zingueur, il fallait venir sur une toiture. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas fait. Et puis est arrivé le granulé de bois. Et il s'avère que pas très loin d'ici, à la limite d'Ordogne, Lot-et-Garonne, on a une usine, une coopérative agricole, qui est effectivement à Sainte-Savine, qui sont des fabricants de luzerne. Et le process industriel est identique pour le granulé à celui de la luzerne. Le granulé, c'est en fait la valorisation d'un gisement qui était non exploité, qui était de la sciure. Massif forestier important. Donc on a effectivement structuré la filière. Donc aujourd'hui, on arrive à un parc de poêles à granulés, chaudières, granulés de bois, donc public, particulier, collectivité, voire industriel. Aujourd'hui, on commence à avoir des industries qui vont vers des chaudières biomasse. Donc ça, c'est notre clientèle. Poêle à granulés, plutôt pour le particulier, chaudière, plutôt pour des grosses bâtisses qui étaient par exemple utiliser du fioul domestique ou du gaz citerne. Puis est arrivé en 2020 la loi RT, réglementation thermique 2020, où là aujourd'hui une construction d'une maison neuve, de toute façon vu la demande énergétique que vous avez, c'est ou pompe à chaleur ou poêle à granulés. Et vous avez votre besoin en énergie qui est complètement validé. Donc aujourd'hui, filière granulés de bois, crise de croissance, je vais peut-être devancer votre question, mais crise de croissance, parce que 2022, à peu près 200 000 installations en France de poêle à granulés, versus 2021 où on était à 60 000. Donc on multiplie par 3. L'industrie est en train de venir aussi sur le marché du granulé de bois. On est dans un marché européen. Il y a une concurrence entre les pays. C'est d'ailleurs pour ça que Macron n'a jamais dit qu'il partait en Algérie pour négocier dans la production de glace, parce qu'il est pro-européen. Il ne peut pas à un moment donné dire moi, Français, je vais négocier au détriment d'autres pays européens une demande en gaz parce que j'en ai besoin pour cet hiver. Il y a une concurrence entre les pays, à peu près Russie, Ukraine, 3 millions de tonnes de granulés en production qui alimentaient l'Allemagne. L'Allemagne sortait du nucléaire programmé, donc forcément les industries sont très en avance et ont migré beaucoup vers la biomasse. Donc aujourd'hui, l'alimentation par l'Ukraine et la Russie n'arrive plus, donc ils sont retournés vers notamment la France. Donc on a un gisement aujourd'hui, production de granulés qui est en concurrence domestique et en concurrence avec l'Allemagne. Donc là, on était sur une ressource qui était majoritairement issue de sciure, issue de groupes de résineux. On a un gisement aujourd'hui non exploité qui est le gisement de feuillus. Et dans notre secteur, il y a pas mal de chênes, il y a pas mal de châtaigniers, des châtaigniers qui sont un peu coupés. Donc on a un gisement. Sauf que ce gisement-là, il faut qu'on arrive, process industriel, on sait faire. Donc là, on travaille avec les producteurs de chaudières, les fabricants de chaudières, pour leur dire faites vos réglages pour que on puisse augmenter la part de feuillus dans la production du granulé. Le feuillu, il a un inconvénient, c'est qu'il crée beaucoup de mâche-fer. Et donc, du coup, on nettoie beaucoup après donc il faut qu'on arrive à avoir des réglages. Donc ça, c'est la filière qui travaille sur ça. On a une crise de croissance, mais bon, il y a des projets forcément qui vont sortir. D'ici 2 ans, on sait qu'on a à peu près 4-5 unités de production qui vont arriver sur le territoire. On doit
augmenter l'incorporation de feuillus pour passer ce gap là, qui est un peu difficile. Voilà, parce qu'on est persuadé que la transition énergétique ne doit pas être une transition électrique. Parce que si on est sur une seule transition électrique, on va de toute façon recréer un problème quelque part. C'est évident. On va parler de biofuel aussi, j'accélère un peu parce que simplement on est pris par le temps. Vous développez aussi le biofuel. Le biofuel, c'est 30% de végétal, c'est ça? Et parlez-nous un petit peu du biofuel. Ça paraît presque contradictoire de parler de bio et de fuel. Non, parce que, alors, en fait, sur le chauffage, qu'est-ce qui se passe? 1er juillet 2022 est interdit toute installation de matériel qui va consommer une énergie qui va émettre plus de 300 grammes de CO2. C'était 250, mais 250, je crois que ça sortait le gaz du jeu. Donc c'est un peu remonté, mais il y a de toute façon une tendance qui est vers une sortie du chauffage, tout ce qui est énergie 100% fossile. Le fioul domestique, c'est un combustible liquide qui aujourd'hui est issu du pétrole, donc 100% fossile. Des carburants, aujourd'hui, le gasoil que Sophie met dans sa voiture, il y a 7% de végétal. Demain, ça peut être un gasoil qui sera 100% synthétique, qui peut être un gasoil 100% végétal, qui peut être issu des algues. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont faites sur des fermes d'algues pour donc produire, et l'algue se reproduit très rapidement. Donc on est sur cette logique-là. Donc nous, on avait anticipé, parce que le schéma, on le connaissait, c'était 2024. Les élections municipales dernières ont accéléré le calendrier. Le président Macron, peut-être à des faits électoraux, a devancé le calendrier de 2 ans. Et donc on est arrivé au 1er juillet 2022. Donc c'est sur une incorporation donc 100% fossile. Là, on est sur un produit qui est 70% fossile et 30% végétal. Végétal avec de l'ester méthylique d'acide gras. Donc c'est quoi? C'est la trituration de graines de colza. Ça a un avantage, c'est que ça permet à la filière colza, trituration de la graine, de pouvoir être économiquement rentable, donc de créer des cultures, puisque en fait, l'utilisation des sols, un agriculteur, il cadence ses cultures, donc il va faire une année du colza, une année du maïs, une année du blé. Voilà. Et donc en fait, par contre, ce qu'il regarde, c'est économiquement quelle est la culture la plus rentable. Donc on maintient un prix de colza intéressant, et le colza, donc quand on triture la graine, on fait 2 produits, on fait de l'huile. Cette huile-là, aujourd'hui, on l'utilise dans le gasoil. Les volumes de gasoil sont en train de diminuer puisqu'il y a une migration du parc particulier vers de l'hybride électrique essence ou vers de l'électrique 100%. Donc il y a un gisement là aujourd'hui avec des unités de production qui existent. Donc on fait de l'huile et puis on fait du tourteau. Et le tourteau, c'est ce qui permet de faire de l'alimentation protéinée. Et on sait qu'il y a l'indépendance énergétique, il y a l'indépendance alimentaire, qui est aussi un des enjeux qu'a mis Emmanuel Macron dans le pipe. Donc on utilise ce gisement-là aujourd'hui, dont les volumes baissent parce que les volumes de diesel baissent. Donc on les substitue vers le fuel chauffage. Et on a fait une expérimentation alors avec le conseil départemental de la Corrèze sur trois collèges qui ont tourné de tout l'hiver dernier avec ce produit-là, puisqu'il y a tout un process de validation du produit. Donc là, on est à la validation du produit. Le décret doit être signé fin août par les différents ministères qui sont partie prenante de ce dossier. Et la commercialisation commence, puisqu'aujourd'hui, des constructeurs type Dietrich, Wiesmann, mettent sur le marché ce type de produit. Donc ça va se développer dans les mois et les années à venir. C'est une offre supplémentaire. Parce que dans les territoires ruraux, justement, le réseau n'arrive pas jusqu'au bout de toutes les habitations. Qu'on a des habitations qui sont d'un niveau important. Donc on a besoin d'avoir... Et la pompe à chaleur ne va pas répondre aux besoins énergétiques de ces habitations. Alors on va passer maintenant à l'éolien. Pourquoi on va parler de l'éolien? Parce que
Michel Ménard, vous êtes président, donc je le rappelle, du conseil départemental de Loire-Atlantique, et vous avez beaucoup de vent. Et vous avez l'océan, hein, si la géographie est à peu près bonne. Donc vous avez décidé de conjuguer les deux, vous avez des projets sur l'éolien offshore. Est-ce que est-ce que ça fait l'unanimité? Parce que l'éolien, hein, c'est sujet à polémique au niveau terrestre. Est-ce que quand on parle d'éolien en mer, ça se passe un peu mieux? Alors, on a effectivement des projets terrestres, mais ce n'est pas la question, donc je ne vais pas développer. Nous avons un grand projet de parc éolien offshore qui est en cours d'installation. 80 éoliennes qui seront installées d'ici la fin de l'année. Il y en a 55 installées actuellement et les premières produisent déjà de l'électricité. C'est un projet qui a maintenant 10 ans. Je me souviens être allé au Danemark il y a 11 ou 12 ans découvrir des parcs éoliens offshore, et les Danois ont beaucoup d'avance, même si le parc que nous avons vu il y a une dizaine d'années, évidemment, n'est plus aussi efficace que ce qui s'installe actuellement au large de Saint-Nazaire. Et il se trouve que j'ai visité ce parc éolien il y a 2 mois, et les responsables d'EDF me disaient déjà que la génération suivante d'éoliennes produisait le double de ce que vont produire ces éoliennes. Et donc, d'ailleurs, elle s'est installée sur ce qu'on appelle le banc de Guérande, c'est-à-dire c'est un endroit à 20 km de la côte où les fonds ne sont pas profonds, et donc ça permet d'installer ces éoliennes, de les arrimer, et il est prévu que dans 25 ans, elles seront démontées. Ce qui n'est d'ailleurs pas mal pour le côté visuel, parce que ça a un impact visuel. Pour autant, je défends ce projet parce que les centrales à charbon, les centrales nucléaires ont aussi un impact visuel au-delà d'autres contraintes. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir de nuisances. Et donc, il faut accepter aussi ces nuisances. Et moi, ça ne me paraît pas insupportable quand je suis sur la plage de voir un parc d'éoliennes, mais je pense que la phase suivante, ce seront les éoliennes flottantes, donc qui pourront être installées encore beaucoup plus loin. Alors ce projet a été travaillé avec les différents partenaires, les porteurs de projets privés, dont EDF, la région, le département. Ça a été travaillé avec les communes, les pêcheurs. Il a fallu travailler avec les pêcheurs pour l'acceptabilité, et je dois dire que ça a été une vraie réussite, parce qu'il n'y a pas eu de fronde contre ce projet, même si il y en a qui sont un peu mécontents de voir cet aspect visuel. Globalement, c'est bien accepté. Mais c'est bien accepté, et les pêcheurs acceptent ce projet. Et donc nous allons quand même avoir une production électrique importante, puisque le parc éolien avec ses 80 éoliennes va produire l'équivalent de 20% de la consommation en électricité du département. 20% tout confondu, y compris la consommation industrielle. Ça correspond à 50% de la consommation domestique. C'est très important. Donc c'est extrêmement important. Et d'autres projets, alors, parfois, sont plus contestés. Je sais qu'il y en a un autre qui est en instruction au large de la Vendée, où c'est plus compliqué, l'acceptabilité est plus difficile, mais moi je pense que c'est une des solutions aussi. De toute façon, on voit bien que il n'y a pas une réponse. Quand on parle du mix énergétique, c'est une réalité. Donc, consommer le moins possible, évidemment. Éviter les consommations dès que c'est possible. Et puis après, le mix énergétique. Ensuite, la concertation. Avec la concertation, parce qu'il faut une acceptabilité. Utiliser les matières premières que l'on a sous la main, en quelque sorte, par rapport à son territoire. La méthanisation, le Lot-et-Garonne. Vous, c'est la méthanisation, mais aussi l'éolien, par exemple. Le photovoltaïque, donc faire ça avec intelligence en quelque sorte. Oui, avec évidemment aussi un impact, parce qu'il y a aussi les matières premières pour construire les éoliennes, et j'entends bien les opposants à ces projets, comme on l'entend sur l'énergie solaire. Il n'y a pas de projet de production énergétique qui n'ait pas un impact. Pour conclure, parce que malheureusement on est pris par le temps, oui, et on posera des questions à la toute fin, juste un mot. Vous étudiez l'océan, avez-vous étudié l'hydraulique, la force
Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de Production de la l'énergie. force du Il y a aussi des projets dans ce domaine, bien sûr. Chez vous? Non, pas chez nous. Comme vous avez nous, on n'a pas l'océan. On va conclure avec une question qui va peut-être être un peu polémique, Monique. Est-ce que l'énergie nucléaire est une énergie renouvelable et est-ce que la transition énergétique doit passer par le nucléaire? Monique Guittoni. Non, ce qui est sûr, c'est que l'énergie nucléaire, c'est dans la problématique du CO2, celle qui n'en émet pas. Voilà. Monique, donc, Guittoni, qui est aussi membre de Stop Goldfish. Oui, bon voilà, j'ai deux casquettes. Alors, oui, j'ai été anti-nucléaire avant tout. Je suis partie de la génération La Gueule Ouverte. Il y en a peut-être parmi vous qui ont connu ça, donc qui a lancé les premières campagnes anti-budget, etc. Et en plus, c'était très jouissif comme journal, parce que quand on allait chercher La Gueule Ouverte, bon, ça faisait rire tout le monde. Donc, ils ont lancé cette lutte. Et moi, je suis tombée là-dedans. Je dis toujours que j'aurais mieux fait de tomber ailleurs, parce que on n'en finit pas, France. C'est le pays le plus nucléarisé de la planète. Et c'est très dur. Et quelquefois, même très dur, même individuellement, parce qu'il y a beaucoup de pression. Donc, pourquoi le nucléaire, selon vous, ne peut pas faire partie de ces énergies renouvelables? Il y a déjà le fait qu'on va chercher de l'uranium dans des pays pas très démocratiques. Actuellement, c'est le Kazakhstan, etc. Le Niger, en empoisonnant les gens autour. Bon, voilà, déjà, on n'a pas d'uranium en France et on va le chercher à l'étranger. Et si vous voulez, ce qui n'est pas renouvelable, c'est que, on laisse des déchets aux générations futures. Nous, c'est ce qu'on dit, c'est quand même assez criminel pour notre consommation actuelle de quelques générations. Moi, j'ai vu construire les premières centrales dans les années 70. Eh bien, on laisse des déchets, même si il ne va pas occuper des hectares et des hectares, c'est quand même des déchets extrêmement dangereux. Je pense à la Finlande qui a trouvé une grotte pour mettre ses déchets et qui se demande qu'est-ce qu'elle va mettre comme signalisation pour que des gens dans 100 000 ans et plus, parce que c'est ça, il y a des déchets pour 100 000 ans, ils comprennent que là, il ne faut pas y aller parce que ça va être un impact. Aucun pays n'a trouvé de solution pour les déchets actuellement. Bon, c'est notre truc. Et puis, si vous voulez, actuellement, ce qui se passe, les centrales nucléaires ont des gros problèmes. Il y en a 32 actuellement arrêtées. Pour maintenance, certaines pour maintenance normale, on va dire, mais aussi parce qu'il y a un problème de corrosion dans des circuits, pas le circuit primaire, mais des circuits qui doivent fonctionner s'il y a un accident ou dans les centrales à l'arrêt. Et EDF n'arrive pas à trouver comment réduire cette corrosion, donc c'est très inquiétant. En même temps, nous, on les félicite qu'ils arrêtent leur centrale quand il y a un problème, on ne va pas dire c'est nul et tout. Et on a très peur pour cet hiver, parce que là, vous savez que Goldfish, on l'a fait fonctionner alors qu'elle réchauffait trop la Garonne, d'après les critères eux-mêmes créés par EDF. Donc on se dit, s'ils veulent faire fonctionner les centrales alors que les problèmes de corrosion ne sont pas résolus, bon, c'est terrible. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est pas la solution. Et ce que je voulais dire, c'est que individuellement, il faut économiser l'électricité au maximum, parce que voilà. Et ce qui se passe actuellement, c'est effectivement, on veut développer les pompes à chaleur, alors qu'il faut vraiment essayer de trouver d'autres solutions que d'être pieds et poings liés par l'électricité. Alors effectivement, les véhicules électriques, nous, on n'est pas pour actuellement, tant que c'est le nucléaire qui nous produit l'électricité. Après, je ne dis pas que dans les villes, lutter contre la pollution de l'atmosphère dans les villes n'est pas aussi capital, parce que moi, j'habite à la campagne, mais j'ai des fils et des petits-enfants qui sont dans les villes, donc qui se payent des problèmes énormes au niveau pulmonaire, etc., à chaque fois qu'il y a des pics de pollution. Bon, on connaît tout ça. Et donc, il faut bien aussi trouver une solution, et il n'y a aucune solution complètement satisfaisante. Mais pour moi, voilà, il faut essayer individuellement de dépendre le moins possible de ce fichu courant électrique tant qu'il est nucléaire. Voilà, je ne veux pas accaparer la parole. Et quelqu'un peut-être pour défendre le nucléaire dans la transition énergétique Ouais. Non, moi je ne vais pas le défendre, mais aujourd'hui on a une approche purement gaz à effet de serre. Donc, dans cette logique-là, mais après il y a effectivement beaucoup d'inconvénients. On parlait de l'eau, qui à mon avis est un sujet sur lequel on va revenir très rapidement.
le nucléaire pose un problème parce qu'on réchauffe, on a besoin d'eau pour refroidir, on rejette ça dans les fleuves. Et on en gaspille. Et oui, alors après, il y a effectivement. Donc bon, de toute façon, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, la vraie solution, c'est de ne pas consommer. Ça, c'est la vraie solution. Sophie Gargovic, vice-présidente du conseil départemental, je le rappelle. Oui, mais moi-même d'abord aussi. Donc, je ne vais pas non plus défendre le nucléaire parce qu'on voit très bien que tout ne fonctionne pas au niveau de. Mais aujourd'hui, on est incapable de s'en passer. On est incapable de s'en passer. Si demain on ferme toutes les centrales, vous allez m'expliquer comment est-ce qu'on va s'alimenter. Voilà, je pense que de ce côté-là. Après, vous parliez des déchets. Certes, les déchets du nucléaire, c'est quand même dramatique et on ne sait pas les gérer. Mais on se voile la face une fois de plus, parce qu'aujourd'hui, nos déchets, on les enfouit, quoi. Le reste des déchets, ils sont enfouis. On n'a qu'à voir les sites d'enfouissement, on ne sait plus comment gérer les casiers. Donc voilà. Il n'y a pas une solution, mais des solutions. Le titre de cette table ronde, c'était l'énergie à tout prix. On voit bien qu'on n'arrive pas à trouver une solution aujourd'hui, mis à part que constat, on est trop nombreux sur la planète, donc on consomme trop. Deuxième constat, déconsommons, parce qu'on parle de décroissance, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire la décroissance, donc moi je dis déconsommons. Essayons, je le disais en début, 40% de moins en 2050. Regardez aujourd'hui ce que vous consommez, est-ce qu'on est capable de le faire? Voilà. Et ce sera le mot de la fin parce que malheureusement ça se termine. Alors je sais qu'il y a peut-être des gens frustrés, mais vous pouvez continuer le débat avec les différents participants. Alors il y a Sophie Borderie notamment et qui va faire un discours juste là-bas derrière les arbres. Là, donc je vous invite à y aller. Il n'y aura pas qu'elle d'ailleurs. Et les différents intervenants, vous allez là-bas aussi.